Vous avez le professeur Goldwood, qui est le chef de service de la CMME, est absent en ce moment, il est à l'étranger, mais il a tenu à partager avec vous un mot de bienvenue que vous allez voir. Bienvenue donc pour cette journée sur les troubles du comportement alimentaire. C'est bon. Bonjour. Bienvenue donc pour cette journée sur les troubles du comportement alimentaire. Les troubles du comportement alimentaire constituent un ensemble de pathologies qui signalent une souffrance réelle, mais qui aussi en crée, en génère, d'abord chez les patients, forcément aussi sur les proches et bien sûr les parents, la fratrie. C'est important que justement ces soignants, ces proches, ces personnes impliquées, ces pères aidants soient impliqués dans les processus de soins, et ça devient considéré maintenant comme étant une vraie marque de qualité de soins que d'être capable d'intégrer de manière pleine et entière leur rôle dans l'organisation des soins, le suivi et l'évaluation de meilleures stratégies à trouver pour améliorer les patients. Donc, je félicite Dr Philippe Derderier et Madame Elisabeth Scanferla d'avoir trouvé ce titre autour de Interrogeons ensemble la place des proches dans les troubles du comportement alimentaire. J'ai bien compris leur idée qui, à mon avis, est vraiment très positive, de laisser beaucoup de place à vous pour vous écouter, vous entendre aussi dialoguer entre vous, nous poser des questions que nous sachons, à laquelle nous espérons pouvoir répondre, et par la suite, donc surtout, ouvrir la porte des dialogues. Je pense que cette triumvirat des patients, des soignants et des proches comme organisation du soin est un point d'avenir essentiel dans cette prise en charge, et j'espère que cette journée permettra d'ouvrir cela, et on espère qu'elle sera la première d'une organisation autour d'un réseau où les proches seront dorénavant plus impliqués dans les soins. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère qu'elle sera riche en interactions. Bonne journée. Alors, on nous remercie de loin. Donc, sans plus tarder, on ouvre cet espace de dialogue pour faciliter les choses. Donc, une première question posée aux intervenants. Vous aurez l'occasion de poser vos questions à la fin de ce premier tour de table. La première question pour dire les choses qui vont et qui ne vont pas, c'est de commencer par un état des lieux. Donc, la question que je poserai à chacun est de dire quelle est votre expérience de ce partenariat, de cette articulation entre les proches et les soignants. Alors, quelle est votre expérience de travail avec les soignants pour les personnes, les proches, et quelle est votre expérience de travail avec les familles, les proches, pour les soignants? Donc, deux questions qui sont un miroir. Je commencerai volontiers par les proches. Alors, soit la famille Rateau, soit Bénédicte, en fait, qui est aussi proche partenaire. Donc, est-ce que... Je vous... Merci. Bien, bonsoir. Donc effectivement, nous sommes les parents, je vais parler également pour nous deux, d'une jeune femme qui a aujourd'hui 35 ans, hein, mais qui, dès l'âge de 10 ans, en tout cas c'est à cet âge-là que les troubles se sont manifestés, a débuté une anorexie qualifiée de sévère, avec des fortes restrictions alimentaires qui très rapidement ont amené des hospitalisations, dès l'âge de 10-11 ans. Donc c'est vrai que toute son adolescence et sa vie de jeune adulte a été émaillée comme ça de très très nombreuses hospitalisations, mais qui ont bien entendu été nécessaires. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que durant son enfance, on va dire, et son adolescence, elle a bien sûr été prise en charge dans le cadre de la pédopsychiatrie, donc elle était également prise en charge et suivie par un pédiatre. En fait, de manière assez globale et générale, nous, ce qu'on peut dire, c'est que sur ces soins-là, qui étaient divers, hein, avec des approches parfois différentes. Il n'empêche que ce qu'on a ressenti, nous, c'est le nécessaire engagement des thérapeutes et l'espoir, hein, qu'ils pouvaient porter dans l'amélioration de la pathologie de notre fille. Sans cet espoir-là qu'ils
portait et qu'il nous traduisait aussi dans les entretiens que nous avions, mais c'était des entretiens qui n'étaient pas en groupe, c'est des entretiens familiaux, mais des visites, on va dire. Je pense que bien souvent, nous aurions peut-être baissé les bras ou été encore plus déconcertés que nous ne l'étions, et nous l'étions beaucoup quand même. Donc c'est vrai qu'ensuite, une fois qu'elle a été adulte, donc elle a poursuivi des études, et autant dire que les nombreuses hospitalisations ont fait aussi qu'elle a été complètement déscolarisée, donc ça vient bousculer tout ça, on va dire tout ce que l'on projette sur la question du cursus scolaire, de la réussite, de passer les examens et d'avancer dans la vie. Bon, il n'empêche qu'elle a traversé un peu tout ça, et malgré la déscolarisation, donc elle a poursuivi ses études. Les choses ont été un petit peu plus complexes à son entrée dans l'âge adulte, c'est-à-dire quand la pédopsychiatrie, il y a eu un changement d'équipe, on va dire, pour la suivre. Et là a débuté, on va dire, plutôt une période, je qualifierais ça un peu d'errance ou de nomadisme, je ne sais pas si on peut dire ça. C'est vrai qu'elle s'est retrouvée donc prise en charge par des équipes, alors non spécialisées, mais on y reviendra sûrement au cours de la soirée là-dessus. Des équipes de psychiatrie qui, bien sûr, faisaient tout ce qu'elles pouvaient, ça on n'en doute pas, mais peut-être avec une approche qui était peut-être insuffisamment spécialisée par rapport à ce qu'elle présentait. Et c'est vrai que assez rapidement, on a senti que, on a pu ressentir que parfois il y avait une certaine forme de je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais une certaine forme un certain élan en disant votre fille elle est anorexique, votre fille a des troubles, prenez-en acte, faites avec. Et donc l'idée c'était que cette maladie elle était quasi incurable et il fallait faire avec. Donc c'était un discours quand même qui était ressenti, je ne dis pas qu'il était clairement dit, mais on le ressentait très très fortement. Il a même pu nous être dit quand même que sa place serait en institution et qu'elle n'aurait jamais une vie autonome. C'est vrai que ça, on l'a pas très très bien accepté quand même. Surtout qu'on ne le ressentait pas franchement du côté de notre fille, qui pourtant allait très mal, il faut être honnête. Et c'est vrai que petit à petit, on a aussi cherché d'autres lieux de soins qui n'étaient pas forcément ceux de notre région. Alors on vit en province, assez loin de Paris, mais elle a pu être hospitalisée ailleurs en France, avec toujours la difficulté quand même de la sectorisation, c'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas d'une région, on peut difficilement accéder à d'autres soins que ceux qui sont proposés dans la région. Et encore une fois, je ne dis pas que les soignants de notre région ne faisaient pas ce qu'ils pouvaient, mais voilà. Et c'est vrai que néanmoins, on a vraiment senti que les choses avançaient à partir du moment où elle a pu bénéficier de soins très spécialisés, notamment à Paris, à la CMME, mais également avec des services ou hôpitaux avec lesquels la CMME est proche ou en collaboration. Donc après que les troubles de restriction alimentaire se soient, on va dire, estompés petit à petit, on a venu se greffer une période plus dépressive, on va dire, mais là encore, l'équipe l'a soutenue, sûrement nous aussi. Donc c'est vrai que à partir de ce moment-là, elle a pu, et nous avons pu nous participer à des groupes familiaux sur Paris, donc on venait très très régulièrement à ces groupes-là. Et franchement, ça a été une respiration pour nous, mais surtout, on s'est senti un peu acteur, plus qu'informé. Voilà, on s'est senti dans les soins avec notre fille et avec ses thérapeutes. Donc, pour nous, ça a été, on pense, assez déterminant dans sa guérison. Moi, je parle de guérison parce que ça fait maintenant 3 années où elle va bien, elle avait repris des études universitaires, il n'y a plus d'hospitalisation, il n'y a plus de restrictions de Minitel, elle n'y pense même plus.
Très honnêtement, nous n'y croyions pas. Parfois, on se dit, mais c'est même miraculeux, parce que pour tout vous dire, on avait même voilà, un peu organisé notre vie avec l'idée qu'on ferait avec cette maladie, elle aussi, toute sa vie. Voilà. Merci C'est beaucoup. C'est un résumé. Une matière très intéressante. Je ne sais pas si j'ai besoin du micro. Simplement, voilà, l'engagement des soignants, nous, c'est quelque chose qu'on ressent, et, voilà, et le fait que, voilà, la nécessité que soit porté l'espoir d'amélioration. Alors, on retient ce premier mot-clé, l'engagement des soignants, l'attitude positive des soignants, le fait de donner de l'espoir. Alors, continuons maintenant en faisant un aller-retour. Donc, quel est donc, Dr Duriez, votre témoignage concernant le vécu du travail, du partenariat, de l'échange avec les familles? Merci Elisabetta, merci à tous d'être là. C'est une première pour nous de partager et d'être tous autour d'une table virtuelle. Et c'est important, donc je vais être assez bref, d'écouter chacun et d'écouter différents points de vue. Donc du point de vue médical, je suis psychiatre à la CME, ça fait 5 ans que je m'engage à 100% pour les soins des troubles alimentaires, principalement l'anorexie et la boulimie de l'adulte. À la CMME, on a une expérience, en tout cas quand je suis arrivé, j'ai tout de suite reçu cette expérience de travail, de partenariat avec les proches, même si on peut certainement faire beaucoup mieux et on en discutera, avec notamment 2 groupes familles principaux, un groupe qui est ouvert à tous, qui est avec notamment des proches de personnes qui souffrent de TCA et qui ne sont pas forcément déjà pris en charge ou qui sont pris en charge sur d'autres structures. Et puis un groupe qui est plus focalisé sur l'accompagnement du temps d'hospitalisation, d'accompagnement, d'expliquer les spécificités du soin hospitalier pour les formes sévères d'anorexie, avec certains parents qui peuvent venir même au-delà de l'hospitalisation. Et puis, alors, pour ce qui est plus personnel, sur l'histoire des groupes, etc., peut-être que Nadine, tu pourras en parler, tu as une expérience beaucoup plus importante et beaucoup plus ancienne. Mon travail est surtout focalisé autour de la demande de soins, le début de la prise en charge, c'est-à-dire des jeunes, principalement des femmes, à partir de 17 ans, et puis après sans limite supérieure d'âge, avec souvent notre relation initiale avec les proches, c'est beaucoup d'inquiétudes, et souvent, pour l'anorexie mentale en tout cas, un décalage entre l'absence de demande apparente de soins pour la personne qui est concernée et une inquiétude, une demande de réponse immédiate du côté des parents. Et puis on accueille aussi beaucoup les conjoints, beaucoup d'accompagnement des couples, etc. Parce qu'on s'occupe d'adultes, donc il n'y a pas seulement les parents, même si les parents ont une place importante. Et donc avec ce décalage où il faut tenir ensemble à la fois la question du respect du secret médical, surtout sur des patients adultes qui sont autonomes par rapport aux soins, à la décision les concernant, et l'inquiétude tout à fait légitime des proches, qui peut prendre différentes formes, avec parfois une grande lassitude, parfois une très forte attente, une idéalisation de ce qu'on peut faire, et donc de transformer ça pour amener la personne qui est concernée aux soins. Et juste pour pas monopoliser la parole, moi j'ai eu la chance de travailler pas mal au début de mon parcours avec le docteur Sophie Criquillon, qui avait une grande expérience de travail avec les familles. Et souvent, quand je lui parlais de situations très difficiles où on ne savait pas comment faire, comment intervenir, jusqu'où on va, pour aider visiblement quelqu'un qui est en souffrance, qui est en danger, souvent faire intervenir d'une manière ou d'une autre les proches, l'entourage, était le levier principal, en tout cas au début des soins. Après, la forme que ça peut prendre, dans le respect de l'autonomie de la personne qui est concernée, parce qu'on peut aussi braquer en étant trop du côté des proches. Quand on intervient tôt dans la situation un peu d'urgence, au moins d'urgence apparente, on a du mal à prendre en compte la complexité des liens qui se sont tissés au sein de la famille, l'histoire de la famille, souvent très complexe, et donc on peut intervenir à contre-temps, et en même temps on est poussé d'intervenir, donc ce côté assez périlleux, je dirais, du début de la prise en charge, et en même temps indispensable d'impliquer les proches, et on aura l'occasion de voir avec les réactions de chacun, les propositions de chacun, comment on peut faire mieux, plus intelligemment, plus pertinemment, pour aider simplement les personnes qui en souffrent. On passe la parole à Nadine, peut-être pour regard de soignant après. Pour rebondir peut-être, il est allumé. Pour rebondir peut-être sur ce que disait le docteur Duriez, effectivement, moi, mon expérience de plus de 25 ans m'amène à dire que oui, ou à témoigner en tout cas, que la prise en charge
des proches, l'accompagnement des proches n'existait pas. Il y a 25 ans, les contacts avec les proches se limitaient à la réception des personnes pour les visites. Et il n'y avait pas de prise en charge autour de cet accompagnement. Il y avait des échanges qui, petit à petit, sont devenus une prise en charge, mais qui, historiquement, c'était les infirmières qui accueillaient les proches le dimanche, en général, en début d'après-midi, 2 infirmières, et qui accueillaient les proches et qui expliquaient un petit peu le déroulé du soin et pourquoi ils ne pouvaient pas ramener ou de nourriture, ou certains objets, et pourquoi il fallait être vigilant par rapport à ça. Ça s'est mis en place petit à petit. Mais donc, les infirmières étaient en première ligne. Ensuite, il y a eu quelqu'un de très important aussi dans l'unité. C'est Annick Brun, qui a été psychologue dans l'unité pendant de nombreuses années et qui, petit à petit, nous a amenés sur la voie de cet accompagnement autour des groupes. Mais les premiers entretiens familiaux, on les a connus aussi. Enfin, c'était vraiment mis en place par rapport à des situations cliniques complexes. Et ça n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Tout ça pour dire que finalement, on est dans quelque chose d'une évolution où on va se rapprocher un peu du contexte de vie du patient. Même si ce patient, il est isolé, il est pris à distance, il est dans une chambre d'hôpital avec un accès à l'extérieur qui est très limité, plus on avance dans le temps et plus on se rend compte qu'il y a une nécessité de ce partenariat, d'abord pour le bénéfice pour le patient, première chose, mais aussi parce que les proches en ont besoin aussi. Et qu'on a bien compris effectivement qu'il faut qu'on avance ensemble, peut-être pour mieux comprendre, pour mieux accompagner et pour mieux soutenir, mais parce que les proches aussi souffrent. Quand il y a une personne qui a un TCA, il y a tout un groupe autour qui présente tout un tas de difficultés qui sont en interaction et qui ont besoin d'être assimilés et accompagnés et soutenus. Donc je vais peut-être laisser la parole à... Pardon. Oui. Oui. Beaucoup de choses qui ont été faites aussi, mais si on regarde la CNME, pour l'instant, vous voyez, les personnes qui sont à la CNME, donc on va en particulier parler de ce que nous connaissons, mais l'idée c'est d'avoir un propos plus général. Mais j'observais, pour être plus jeune dans le service, que en fait, beaucoup de choses se font déjà. Les entretiens familiaux que tu évoques, les groupes de psychoéducation, donc je crois que ça a été cité, donc celui qui est animé par le Dr Clark, plutôt en lien avec l'hospitalisation, et un autre deuxième groupe que je co-anime avec le Dr McCawy qui est un groupe de psychoéducation et aussi de partage et d'échange sur les difficultés. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Je crois que c'est plutôt... Alors ce groupe est l'héritage du groupe animé pendant très longtemps par le Dr Criquillon, que vous avez donc fréquenté. Et avec des choses qui restent, me semble-t-il, dans l'entretien de préparation à cette soirée. On a évoqué la notion de... vous avez une obligation de moyens et pas de résultats. Donc, peut-être que vous pourriez nous dire en quoi ça vous a libéré d'entendre ce mantra. Et puis aussi la notion de plateau standard et plein d'autres choses qui restent dans l'esprit des personnes qui fréquentent ces groupes, qui sont très aidantes, parce qu'après... Elle échange aussi entre elles, et ce que dit un proche est mieux écouté et mieux entendu par un autre proche que ce que disent les soignants. Et puis aussi, je tenais à souligner que plus récemment, il y a donc tout ça une montée en puissance, et puis plus récemment, il y a eu une réflexion qui est toujours en cours sur l'idée de proposer des groupes multifamiliaux, donc pour ce qu'on appelle la TMF, thérapie multifamiliale, pour travailler avec la personne intéressée et avec les proches de façon comme ça dynamique. Et tout ça pour dire, donc ça existe. On est là à un moment où on se dit, ce serait bien de le structurer davantage, ce serait bien de le systématiser, ce serait bien de le proposer donc à tous. Donc plus d'énergie. Peut-être. Tu passes le micro. Donc Juliette Dessal avec cette figure professionnelle toute nouvelle mais si importante. Peut-être que tu peux nous en dire un mot. Oui, même si merci. Tu as déjà bien défini ce qu'était le métier de médiateur de santé père. Donc, en même temps, je suis entre les patients et l'équipe soignante aujourd'hui. Et c'est devenu vraiment une profession. Pour moi, c'est une reconversion qui date d'il y a quelques mois. Donc, j'ai commencé
mi-janvier ici à la CMME. Et en parallèle, j'ai eu une formation qui est une licence de 3e année avec d'autres médiateurs de santé père pour toute la santé mentale. Voilà, donc je ne vais peut-être pas parler vraiment de mon parcours, mais revenir à la question qu'on se pose et plutôt dans le passé, ce que disait Nadine il y a 25 ans, parce que moi, mon expérience, je vais dire, de mes proches par rapport à la maladie, elle a été plutôt désastreuse parce qu'il n'y avait aucun soin pour eux, j'ai envie de parler de soins, ni même de communication. D'un côté, je pense que pour moi, ça m'a aidé aussi d'avoir mon espace et c'était voilà, ma maladie et je pouvais, ça m'a aidé à, j'ai envie de dire, couper le cordon. Mais d'un autre côté, il y avait énormément de culpabilité de ma part parce que je sentais que je faisais du mal à mes parents et énormément de culpabilité de la part de mes parents qui se sentaient complètement impuissants, qui appelaient à l'aide et qui n'avaient pas de réponse. Et au niveau des médecins, des psychiatres, c'était un peu le secret médical. Et donc, plus quelque part pour me protéger, il n'y avait pas simplement de lien. On leur disait qu'ils n'avaient pas leur place du tout dans les soins. Et je vois que, enfin, avec le recul, je me dis qu'on aurait pu quand même avoir déjà quelque chose pour que eux aient leur espace. Quand je dis eux, ce sont mes parents, mais aussi mes frères, parce qu'on n'a pas encore évoqué la place des frères et sœurs, et ils subissent aussi beaucoup de choses, et à refaire, je pense qu'ils auraient dû, eux, avoir leur propre espace et accompagnement, et puis pour pouvoir apaiser en tout cas la relation qui a été très conflictuelle, en tout cas pendant quelques années. Et je voyais qu'ils essayaient de m'aider, mais tout ce qu'ils faisaient, moi, m'enfonçait plus dans cette culpabilité de porter leurs inquiétudes, d'essayer de les rassurer. Et même quand j'allais mieux, j'essayais de les rassurer, mais j'ai senti pendant toute une période qu'ils avaient vraiment perdu confiance en moi. Et donc ça a été assez dur. Bon, le côté positif, c'est quand je me suis rétablie, il y a eu vraiment un basculement où les relations ont été vraiment sereines. Et aujourd'hui, on peut reparler de ça, mais il y a voilà, j'ai vraiment gagné en qualité avec ma famille aujourd'hui. Merci pour ce témoignage fort. Peut-être juste un mot, en fait. Donc, qu'est-ce que tu penses apporter au bout de 5 mois, en fait, la valeur ajoutée essentielle, si tu avais à faire un petit bilan à aujourd'hui, donc il n'est peut-être pas définitif, mais quelle est ta valeur ajoutée dans le service, à ton avis? Bon, alors, je vois du côté des patientes, enfin, je veux dire patientes, un super accueil, et que pour beaucoup, je dois même pas, rien que le fait de dire que j'ai cette expérience et que je suis passée par là, il y a un a priori hyper positif et accueillant, et que une des questions qui revient très vite, c'est alors on peut en guérir, et c'est vraiment d'abord de l'espoir, je pense. Et oui, je pense que c'est la première chose. Un vecteur d'espoir. Je vois ça. Donc, oui. Reste avec nous. OK. Alors, je me tourne maintenant. Vous avez vu, donc, ce sont des témoignages de personnes soit soignantes, soit concernées par les TCA. Donc, je me tourne vers Bénédicte Chenu, qui a écouté nos échanges avec beaucoup d'intérêt et qui, elle, est proche et a une autre expérience. Mais en quoi ce qui a été échangé là jusqu'à maintenant te parle, jusqu'où tu as une expérience semblable ou différente, et qu'est-ce que ça t'inspire, ce que tu as entendu? Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis contente d'être là et de découvrir un peu les TCA que je connais pas bien qu'en fait, je me souviens que mon fils a commencé sa schizophrénie par... je pensais qu'il avait une anorexie, en fait. Et je me souviens qu'il avait énormément perdu de poids. Et voilà, donc ça me fait penser à ça. Et en fait, je pourrais partager exactement ce que vous avez dit.
Moi, mon fils est tombé malade à l'âge de 17 ans, donc il était mineur, j'ai envie de dire heureusement. Il a été en pédopsychiatrie. Voilà, moi j'étais terrorisée. J'ai pas du tout été. À ce moment-là, le diagnostic n'était pas encore posé parce que mon fils consommait énormément de cannabis. Donc voilà, c'était un épisode. J'étais terrorisée. Voilà. Donc il a été hospitalisé pendant plusieurs mois. Ensuite, je suis revenue. Moi, j'habite dans le 13e arrondissement. Donc, comme vous avez dit, je dépends d'un secteur. Donc, malheureusement, je suis tombée vraiment voilà, sur un secteur, j'ai envie de le dire, hein, tant pis, très psychanalytique, où finalement, c'était moi le problème. On m'a dit, bah, peut-être que votre fils devrait vivre avec son père, il serait mieux. Donc, voilà, donc il y a eu des périodes très difficiles. La schizophrénie, moi, j'y connaissais rien. Je pense que je faisais partie de tout. Je stigmatisais, j'étais dans l'autostigmatisation. J'en avais peur, en fait. Et du coup, voilà, je me disais que les médecins pouvaient peut-être se tromper. Enfin, et puis, il se trouve que j'ai fait hospitaliser mon fils ici parce que je savais que c'était sérieux. Et là, mon fils a reçu un diagnostic de schizophrénie où quand le psychiatre à l'époque a voulu qu'on soit là, le père, la mère, bien qu'on était séparés. Ça a été un moment pour moi difficile, mais en même temps où les choses ont été dites. Et le psychiatre a évoqué de l'espoir. Et ça, pour moi, ça a été... il a dit à mon fils qu'il allait retrouver le goût des choses. Enfin, c'est des mots qui m'ont vraiment... voilà, qui m'ont fait penser que c'était pas la fin. Alors ensuite, j'ai dû retourner dans mon secteur, et là, mon fils n'avait plus de schizophrénie, mais de psychose infantile, et c'était encore de ma faute. Alors voilà, là, ça a été très difficile, et puis donc j'ai décidé de lâcher le secteur et de retourner donc dans un service où, je me souviens, la première fois que je suis arrivée dans le service, il y a un psychiatre qui a dit, mais le vendredi, c'est le jour des parents, où les psychiatres reçoivent les parents. Alors déjà, là, je me suis dit, dans ce service, il y a une place pour nous. Ça a été vraiment... et c'est vrai que... je ne comprends pas qu'on se pose encore la question aujourd'hui de savoir s'il faut ou pas accompagner les parents. Moi, j'ai vécu avec mon fils dans les pires moments de crise. Aujourd'hui, je vois très bien quand il a baissé, mais j'ai envie de vous dire, un médicament sur les 5 qu'il prend. Je vois tout de suite un changement de comportement. Vraiment, j'ai presque envie de dire que j'ai quand même un peu de clinique aussi. Voilà, je sais, je le sens, on parle beaucoup, on échange beaucoup. Mais ça a été quand même Déjà, je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir plusieurs psychiatries. Je pensais que c'était une science exacte et que, voilà, c'était... Donc déjà, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup d'idéologie dans la psychiatrie et ça m'a fait très peur. Donc, en fait, j'ai vraiment posé mes valises ici à Sainte-Anne. J'ai été accueillie, rassurée, entendue. Mon fils, par exemple, il a eu des ECT. Alors, pour moi, c'était... pendant 1 heure, le psychiatre m'a expliqué ce que c'était que des ECT. Qui est donc? Juste pour les personnes qui ne seraient pas au courant. Ah, il faut que je donne des noms. Ah, déjà. Non, je ne sais pas si les noms sont importants, mais en tout cas, juste de dire que consacrer 1 heure à un parent qui est terrorisé parce que tous ses copains l'appellent en lui disant tu ne vas pas torturer ton fils, il ne va pas faire d'ECT, et vous avez le droit à un rendez-vous d'1 heure où on vous explique qu'est-ce que ça fait. Voilà, c'est énorme, et en fait, je trouve que finalement, ce n'est pas grand-chose de mettre les parents dans la boucle. C'est vraiment... ça peut être parfois un regard, alors surtout pas de ce côté condescendant, ça va aller madame, ça mais juste, voilà, mon fils il vit chez moi, donc quand il sortait d'hospitalisation, il était à la maison, donc c'est moi qui... On peut pas ne pas... je comprends même pas qu'on puisse ne pas... Moi, j'ai manqué d'informations. La schizophrénie, je suis allée sur Internet tout de suite, et là, c'est... Donc j'ai eu envie très tôt de parler avec des personnes qui avaient cette maladie. J'ai eu envie très tôt de parler avec des parents. Et ça a été très important pour moi d'avoir un discours autre que le discours médical. Et puis surtout, comme vous dites, de savoir qu'on peut s'en sortir et que ce n'est pas une fatalité. J'ai l'impression que la schizophrénie fait peur encore à certains soignants, en fait. Et je suis contente d'avoir... En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment un... Comment dire... plus je suis au courant, plus mon fils s'ouvre à moi et me raconte. Il a commencé à me parler de ses voix. Et je suis, si j'ai envie d'avoir un rendez-vous avec
un psychologue ou un psychiatre, c'est possible, je lui demande s'il est d'accord ou pas, mais j'ai l'impression qu'on fait vraiment partie d'une équipe et que je fais rien bien évidemment sans dire à mon fils si je suis inquiète. Mais il y a vraiment un dialogue qui s'instaure et voilà, je trouve que c'est tellement naturel en même temps. Voilà, et ça n'a pas été le cas dès le début. Et dès le début, j'ai vraiment senti que j'étais plutôt la cause de la maladie, alors qu'en fait, je ne sais pas si c'est prétentieux de le dire, je fais aussi un peu partie de la solution. Et voilà. Donc, certainement, tu fais partie de la solution. Avant de donner la parole à la salle, est-ce que dans le tour de table, parmi les intervenants, il y en a qui ont réaction, qui veulent ajouter quelque chose ? Oui, je voulais simplement rajouter l'importance du groupe de parole pour nous. On a fait, à chaque fois, on faisait tous les mois 800 km voilà, pour y venir, et on a été assidus pendant 10 ans. C'était vraiment un très grand moment de respiration pour nous, et notre fille l'a ressenti bon, lorsqu'on venait, et qu'on échangeait avec elle aussitôt après, on sentait que ça l'a boosté aussi. Et c'est vraiment dans ces groupes-là qu'on a pu se saisir des clés pour comprendre sa maladie et des clés pour être le plus aidant et le mieux aidant possible, parce qu'on s'est rendu compte avec un peu de recul on ne tapait pas toujours juste. Avant, on croyait, comme tout parent, faire pour le mieux, mais sans les clés qui permettaient de décoder tout ça, on n'était pas les plus aidants. C'est tout ce que je voulais rajouter. Merci. D'autres réactions ? Non. Alors, c'est le temps d'échange avec la salle. Si vous avez des questions, il y a, je crois, des micros disponibles. Pareillement, pour les personnes qui suivent en distanciel, vous pouvez poser vos questions via le chat. Je crois qu'on fait signe de la régie apparemment, il y a des questions, c'est ça ? Il n'y en a pas ? Bon, mais posez des questions, en tout cas, c'est le moment. Donc, on ouvre un temps d'échange. On est à peu près dans les temps. Donc, nous pouvons écouter vos questions. Si vous avez des questions directes à poser aux intervenants ou bien témoigner. Bonsoir. Peut-être que vous pouvez vous présenter. Je m'appelle Sabrina Palombo-Gassner. Je n'ai pas vraiment de questions, mais je voulais juste rebondir sur quelques points. Excusez-moi, ça c'est mon collègue qui m'appelle. Ça s'appelle le sens de la propos. Alors Bénédicte, déjà, oui, les parents, là je vais reprendre les propos du docteur Alain Perrault qui a préfacé l'un de mes ouvrages. Les parents ont longtemps été considérés comme le problème. Aujourd'hui, on sait qu'ils font partie de la solution. Donc ça, je me permets de citer Alain parce que voilà, c'est quand même une référence en la matière. Le soutien des proches, moi non plus, je ne comprends pas qu'aujourd'hui on se pose encore la question. C'est juste indispensable. Les fratries sont les grandes oubliées. Mais je suis très contente de voir qu'à Sainte-Anne se sont développés des groupes de psychoéducation, etc. Enfin, ça bouge, c'est bien. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus l'important travail de fourmi de certaines associations sur le terrain, qui sont vraiment, alors elles ne sont pas forcément toujours citées, mais il en existe pas mal. Moi, j'en marraine une vingtaine en France, il en faudrait beaucoup plus, mais qui offrent ces espaces-là aux proches, aux parents. Et vraiment, j'ai pu observer vraiment la dynamique de groupe et le fait de partager avec des pairs. Enfin, c'est vraiment des bulles salvatrices. Donc ça existe, c'est pas toujours facile à trouver, mais on creuse un peu. Et enfin, pour rebondir sur Juliette, médiatrice santé-père, j'ai exercé cette fonction. J'ai juste une anecdote, c'est que ma première hospitalisation à l'âge de 20 ans, 21 ans à peu près, moi je suis tombée malade à 16-17 ans, ça a été une de mes premières questions. Pourquoi il n'y a pas des anciens patients qui viennent nous donner de l'espoir et nous dire qu'on s'en sort ? Alors on m'a répondu à l'époque que quand on s'en sort, on ne veut plus jamais en entendre parler. Quelque part, je pense que moi aujourd'hui j'accompagne des personnes confrontées aux troubles et effectivement, une grande partie s'en sort, c'est du passé, c'est douloureux, on n'a pas forcément envie de remuer les choses. Et puis il y a des personnes comme Juliette
qui se disent qu'elles vont faire quelque chose de ce vécu et le rendre utile à d'autres. Et aujourd'hui, voilà, cette fonction se développe et je pense que les pères aidants ont un rôle clé dans tout ce qui est prévention aussi, pour éviter possiblement la crise et donc l'hospitalisation. Et ils ont un rôle voilà, en amont comme en aval. Et surtout, comme tu l'as dit, tu es un vecteur d'espoir. Et l'espoir, c'est le socle du rétablissement. Donc c'est juste, voilà. Je dirais que le carburant, le moteur, c'est peut-être l'optimisme, mais en tout cas, sans espoir, pas de rétablissement possible. Merci beaucoup pour le témoignage. Peut-être que j'ai envie de prendre l'un des mots que vous avez évoqué, qui est le mot les associations, le tissu associatif qui est capital. J'ai évoqué la Fédération française d'anorexie boulimie, mais il y a du côté des familles, du côté des personnes qui ont souffert ou qui souffrent de la maladie, un tissu donc associatif qui est formidable et qui est essentiel. Ce qu'on a envie de vous dire, en fait, ce soir, je pense, c'est aussi l'idée de dire que tout cela est un système qui fonctionne ensemble. Dans une filière de soins qui est quand même encore en développement, pour être très, très élégant. Donc, vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Le tout, c'est que tout cela soit pensé, soit articulé, soit de qualité pour la personne qui est en souffrance. Donc, il y a un travail, si nous sommes là ensemble ce soir, c'est aussi pour dire, voilà les initiatives, voilà où sont les lieux de soins, voilà où sont les lieux de soutien, et comment articuler mieux notre travail pour offrir un meilleur service dont on a vraiment besoin sociétalement en ce moment. Peut-être d'autres réactions dans les intervenants? Ou peut-être d'autres questions dans la salle ou à distance? Oui. Alors, il y a une question que vous allez lire. Merci. Dans le fil, hop. Qui n'a aucune aide en tant que parent. Les soignants ne veulent pas me voir. Ma fille vomit tous les jours, voire 2 fois par jour. Elle habite avec moi. Elle a 21 ans. Son suivi médical a été chaotique. Que pouvez-vous lui conseiller? Alors, je passe tout de suite la parole à peut-être au Dr Doriès qui a un avis très tranché, parce que quand on a préparé cette table ronde, il a beaucoup souligné le besoin de lieux spécialisés dans les régions, dans le territoire, et c'est, je crois, l'un de vos messages ce soir aussi. En fait. Alors, évidemment, pour répondre à la situation personnelle de cette personne, c'est des sollicitations qu'on a très fréquemment. Il y a beaucoup de régions en France où il n'y a quasiment rien. Souvent, il y a quelque chose, mais il n'y a quasiment rien. La meilleure façon d'avoir de l'information sur existe-t-il des soins à proximité, c'est de passer. Alors, il y a un numéro qui est porté par le numéro national, qui est porté par le réseau TCA francilien, qu'on peut appeler avec des horaires. On peut y voir des psychologues, des médecins qui peuvent aider à adapter justement la réponse à plus précisément qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là, quelle serait la réponse la plus adaptée, de manière tout à fait anonyme. Et c'est une première. Ça se trouve, le numéro, je ne l'ai pas en tête. On va le trouver tout de suite, on va le donner après. Il est sur le site du réseau TCA francilien, et plus de la moitié des appels sont issus d'ailleurs en France que l'Île-de-France. La deuxième chose, évidemment, à titre personnel, c'est s'en référer d'abord aux soins de proximité. Les médecins traitants, les médecins généralistes, les pédiatres restent quand même les premiers interlocuteurs pour évaluer le niveau d'urgence si c'est le cas. Et après, pour les proches en général, il y a une association nationale qui existe. Alors, il y a plein d'autres associations qui existent, qui ne sont pas toutes connues, qui n'ont pas malheureusement tous les moyens. C'est la FNA-TCA, qui est partenaire de la Fédération française d'anorexie boulimie et qui est partenaire de cette ligne d'écoute et qui permet de réorienter vers les associations régionales, les groupes qui peuvent exister, les initiatives qui existent. Il y en existe énormément. Elles sont encore mal référencées, mais via la Fédération nationale, la FNA-TCA, qui a un site internet, via le numéro, on peut trouver de l'aide et de l'information, et on peut échanger assez longuement avec des personnes qui connaissent bien et avec des conseils qui sont personnalisés. Et puis, de manière générale, évidemment, quand on entend la souffrance de personnes qui sont probablement dans des villes, même si à Clermont-Ferrand, il existe certaines choses, mais dans des villes ou des territoires qui sont sans structure spécialisée,
ça appelle de manière plus large à développer les soins spécialisés partout en France. Hein. Nous, ici, on a la chance à Paris et en Île-de-France d'avoir des structures spécialisées. Elles sont complètement sous-dotées et sous-dimensionnées par rapport à la demande, hein, qui est importante, mais au moins, il y a quelque chose. Hein. Il y a déjà quelqu'un qui peut répondre, et puis il y a des accompagnements qui sont insuffisants, qu'il faut faire progresser, etc. Mais il y a des régions, malheureusement, où il n'y a rien, ou quasiment rien, et il faut développer. Il y a des initiatives. Aujourd'hui, ouvre, par exemple, à Bordeaux, un hôpital de jour pour les personnes qui souffrent de TCA et adultes. Ça fait des années qu'on attend cette ouverture-là. Pendant des années, à la CMME, on a pris en charge les patients de Bordeaux et de la région bordelaise. Et maintenant, il y a une proposition. Alors évidemment, elle sera malheureusement assez vite saturée, mais c'est un premier pas. Les choses progressent pour le développement partout en France. Et la Fédération française anorexie-boulimie est en lien avec la DGOS, le ministère, les ARS, pour obtenir des moyens supplémentaires, mieux connaître, mieux former, etc. Mais ça n'évoluera pas sans le soutien des patients, des associations de patients et des proches. Donc c'est important de se fédérer, quelle que soit votre façon de le faire, de vous mobiliser. Je prends l'exemple, ne serait-ce qu'ici à Sainte-Anne, pour ce que je connais, quand un patient écrit à la direction, c'est toujours quelque chose qui est considéré. Alors ça ne veut pas dire que tout est révolutionné immédiatement, mais ça bouge des lignes. Très franchement, ça bouge des lignes et ça force le système, tout le monde, à se bouger pour qu'on ait plus de moyens et qu'on puisse répondre à toutes les demandes dans leur diversité. Peut-être que je rebondis sur deux points. La première, donc tu as cité plein de pistes. Il y a aussi sur le site de la Fédération française d'anorexie-boulimie, ffab.fr, un annuaire qui est mis en jour régulièrement et qui permet des recherches par région, par département. Et donc, c'est un lieu sûr où vous êtes dirigé vers des lieux spécialisés. Donc, gardez ça en tête. L'autre sujet que tu évoquais à l'instant est la notion de quand un patient écrit à l'hôpital pour dire « je ne suis pas content, ceci ou cela », c'est pris au sérieux. Oui, c'est pris au sérieux par la peur du bâton, en quelque sorte, mais c'est pris au sérieux, si j'ose dire, de façon positive. Je me tourne vers Bénédicte parce que dans la politique de l'établissement maintenant, cette politique est centrée autour des soins, donc centrés, pour répéter, sur le patient, sur les usagers, sur les proches. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme qui est en train de s'opérer et qui est porté par la direction de l'hôpital de façon forte, institutionnellement forte, pour dire pensons les soins différemment, mettons le patient, l'usager au centre des soins. Et cela tout de suite fait que quand un usager qui est au centre du système écrit pour dire quelque chose, c'est tout naturel. Et ce n'est pas la peur du bâton, c'est tout naturel qu'on l'écoute. Bénédicte ? Oui, j'ai envie de dire que le patient, le proche, il est dans la... Plutôt que d'être comme ça, le point où tout le monde le regarde, il est avec la boucle. En fait, c'est important. Et moi, depuis un peu plus d'1 an maintenant, je travaille comme proche partenaire donc, au GHU. Et avec une autre proche partenaire, j'anime un groupe de parole. Donc on est 2 proches partenaires et puis un psychiatre et des parents, en fait. Et c'est très intéressant parce que le psychiatre est un petit peu en retrait à l'écoute et en fait on échange. Moi, j'ai une expérience de l'accompagnement de la maladie de plus de 11 ans maintenant. Et du coup, on a des échanges justement sur les questions que se posent les proches. Et c'est très riche de voir... moi, j'ai une parole qui vient de mon expérience. Le psychiatre a une parole qui vient de son savoir. Il a aussi d'ailleurs un savoir expérientiel. Et je vois en fait dans ces groupes que ce qui manque beaucoup, c'est un fléchage. Il n'y a pas beaucoup de fléchage, il n'y a pas beaucoup d'informations. Et c'est vrai que les parents sont très démunis en fait. Ils ne savent pas par où commencer, par où aller. Et même si je trouve qu'encore, il y a encore des parents qui n'osent pas écrire. Parce que s'ils écrivent et s'ils se plaignent, ils ont peur que les soignants se vengent donc ça, moi je les encourage quand même à le faire parce que j'estime que c'est quand même c'est important de s'exprimer. Moi, pendant pas mal d'années, j'ai eu un vrai ressentiment avec la psychiatrie et ça n'a vraiment pas été bon, ni pour mon fils, ni pour les psychiatres, ni pour moi. C'est-à-dire que je me souviens, mon fils a été hospitalisé, je l'ai vu devant moi, on l'a attaché, et moi je suis partie comme ça toute seule, on m'a rien dit, et là je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, pourquoi je l'ai fait hospitaliser?
il y aurait juste une personne qui m'aurait rattrapée en me disant, en m'expliquant, voilà, et en me disant peut-être un numéro de quelqu'un ou une association. Pendant des années, quand même, j'ai haï la psychiatrie. Hein, et du coup, je n'étais pas du tout... il n'y avait pas d'alliance thérapeutique. Je ne favorisais pas ça. Donc, c'était pas bon pour mon fils. Et c'était pas bon... Voilà. Donc, c'est des petites choses, en fait, qui sont de l'ordre de l'accueil, en fait. C'est quand même pas rien d'attendre 8 heures dans une urgence et tout d'un coup de voir quelqu'un qui va piquer votre fils et qui l'attache. Je suis pas... Moi, il faut que je rentre chez moi toute seule après ça. Qu'est-ce que je peux m'imaginer, moi, de la psychiatrie? Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, et dans des points stratégiques comme l'accueil, par exemple, les urgences, oui, juste un mot, quelque chose. En fait, je pense que pour moi, c'est pas grand-chose, en fait, pour mettre les parents dans la boucle, leur laisser une place, ne pas prendre la place de leurs proches, bien évidemment, mais leur répondre au téléphone, enfin, ou alors leur donner le numéro de téléphone d'un autre. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui se font, et moi je remarque que c'est fou en fait, ce que ça peut aider, et ce que ça peut créer comme alliance, enfin cette fameuse alliance dont on parle beaucoup, ben, en fait on en fait partie aussi. C'est clair. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question pour essayer de rester dans les temps? Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle, monsieur? Oui. Alors, le bilan, je suis un parent plus que satisfait de ce que j'ai obtenu comme résultat de ma fille, avec ma femme. Sainte-Anne, elle a fait une première tentative à Sainte-Anne qui a échoué lamentablement parce qu'elle était pas volontaire. Et la deuxième tentative qu'on a faite avec elle, en la poussant fortement, 15 ans après, a été tout à fait positive. Et là, on est encore sur un nuage. Alors j'espère que le nuage ne va pas se transformer en pluie et qu'il va rester un nuage blanc à regarder, tout à fait enthousiasmant. Oui, j'aimerais déjà aborder la deuxième partie, c'est-à-dire il y a dans notre société, il y a des cloisonnements qui nous empêchent d'avancer ensemble. Entre autres, il faudrait que la psychiatrie détricote l'image qu'en a la société civile. Une société civile, on l'a vécu, nous, avec mon épouse et ma fille, même dans nos proches, la famille, c'était notre fille était anormale d'avoir un comportement comme ça, elle était classée folle, ça y est. La psychiatrie, ça se réduit à la folie. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas, alors de la part des psychiatres, et ils seraient moins perçus négativement, une volonté ferme d'informer pas seulement les familles des proches, mais la société tout entière. Et là, il faudrait que vous alliez vous adresser en amont, puisque les TCA, ça concerne des adolescentes, des jeunes filles en général de collège, voire de lycée. Il faudrait que les infirmières scolaires aient un impact là, pas seulement les former au cours de bien manger, c'est important, mais ce serait la liaison à faire. Mal manger, ça peut conduire, ou pas manger du tout, ça peut conduire, et c'est là qu'on se formerait à une connaissance minimum du secteur psychiatrique pour qu'on casse tous ces préjugés, ces tabous, parce qu'il y a un tabou. Hein. Notre fille faisait peur visiblement dans la famille, à commencer par ses frères et sœurs qui étaient beaucoup plus petits, beaucoup plus jeunes, et comment leur expliquer, c'est très dur. Vous évoquez l'énorme problème de la stigmatisation, en fait. Discrimination, ostracisation, c'est des mots terribles, c'est des fardeaux à porter pour le patient, mais comme pour la famille, qui sont trop douloureux. Et donc, c'est une pathologie qui induit d'autres pathologies collatérales. Ça, c'est sûr. Il faut prendre tout ça en charge, et comme disait madame, on s'étonne en tant que parent de patient ou conjoint de patiente qu'on n'ait pas fait ce dialogue constructif avant. Maintenant, même la médecine générale commence à écouter un peu plus le patient, parce que c'est lui qui est dans son corps ou dans sa tête et qui a quelque chose à dire. S'il écoute son corps, le patient, et s'il écoute sa tête dysfonctionner ou fonctionner plus ou moins bien. Dire il était temps, mais il n'est jamais trop tard pour aller sur la voie qui va nous élever tous ensemble, mais il faut la creuser encore, et toujours dans le deuxième temps, il y a aussi à faire un combat. Alors là, c'est un combat contre lequel je suis prêt à m'associer, contre tous les charlatans qui récupèrent, bien entendu, vous avez compris dans quel but, qui récupèrent financièrement, mercantilement, toute cette pathologie, toute cette souffrance des anorexies. Parce que ma fille a été en errance, entre autres, à cause de ça. Hein. Elle a écouté sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ou des malades
de cette maladie qui détricotait, pour ne pas dire détruisait nos lance-flammes, j'ai envie de dire, par des discours anti-scientifiques, obscurantistes, ce que c'est que le soin scientifique de ces pathologies. Et là, il faut lutter contre, en tant que parent un peu éclairé quand même, du fait, parce que j'ai lu quelques ouvrages, ma femme aussi, concernant les anorexies, avec toute la difficulté à comprendre et à cerner. Oui. Mais il y a franchement une mentalité, un problème de mentalité. Il y a un énorme travail à faire. De toute manière, la folie, oui. Ce qu'on appelle la folie, ce qu'on appelle la folie, ça fait peur à l'humanité entière. Un énorme travail. Alors je vous ramène, je vous interromps, parce qu'il y a, je crois, une autre question dans la salle, mais je voulais vous dire que cet appel que vous lancez à mieux fédérer, à déstigmatiser, est un combat commun. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Donc ça touche les soignants, ça touche aussi les proches. Donc ça touche toutes les personnes qui sont concernées par la pathologie psychique. C'est un énorme sujet et est en réflexion en ce moment la notion de faire une année européenne de la maladie mentale, en fait, pour justement apporter un niveau de connaissance, changer d'échelle. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une toute dernière question au fond de la salle. Vous vous présentez peut-être? Oui, alors moi c'est pas une question, c'est plutôt un témoignage, parce que je m'appelle Pauline, je suis actuellement soignée à la CNME depuis 6 mois, donc ça fait déjà quelques temps. Et voilà, la relation, on va dire, que mes parents ont avec la maladie est assez, je ne sais pas si jamais elle est, je pense qu'elle est assez, comment dire, similaire à de nombreux autres parents, qui est que, par exemple, ils n'ont jamais été au groupe de parole. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, j'étais malade. Ils ont vu le côté physique, mais ils se refusent, j'ai l'impression, au côté mental. Donc, pour eux, il y a, je pense que c'est une peur, effectivement, de la psychiatrie. Du fait que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour eux quelque chose de négatif. Et donc ça fait que ils ont toujours eu peur d'aller à ces groupes de parole. Et donc il y a eu comment dire, à chaque fois que je les vois, c'est à moi en gros de leur expliquer ce qui se passe. Et il y a des fois où c'est quand même assez perturbant, évidemment, puisque je veux dire, on est c'est un peu, ne serait-ce que les soignants ont des difficultés à nous comprendre. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons une médiatrice qui réussit justement à essayer de faire le lien entre les façons de penser des patients et les soignants. Et là, oui, enfin, je veux dire, mes parents, du coup, il n'y a pas de médiateur entre mes parents et moi, et donc, je veux dire, il y a effectivement des paroles qui sont vraiment très, très compliquées à accepter. Par exemple, ma mère m'avait dit, bon, ça commence à faire son chemin, mais au début de l'hospitalisation, elle m'a dit, bon ben voilà, tu te fais soigner, ensuite on n'en parle plus. Ce genre de choses comme ça, c'est quand même, je veux dire, c'est pas normal. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très difficile aussi pour moi à la fin de mon hospitalisation, devoir expliquer à mes parents tout ce que j'ai vécu et tout ce qui reste encore à faire. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a 2 réactions parmi les intervenants. Donc Nadine, rapidement. Merci intervenue pour donner une autre vision finalement de comment on peut vivre les choses avec son entourage. Les parents ne sont peut-être pas tous sur la même ligne et n'ont pas tous les mêmes besoins. Donc... mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est vrai. Non, pas. Mais voilà. Mais non, c'est parce que je voulais rebondir sur autre chose et passer la parole à Madame Clark peut-être par rapport à des projets qu'on pourrait avoir
par rapport à ces pères que vous évoquiez, Pauline, cet effet miroir rassurant peut-être, ce que peuvent apporter les personnes qui vous comprennent le mieux parce qu'elles sont passées par le même chemin. Et par rapport à ça, avec Madame Clark, mûrira peut-être dans les années qui viennent, on en parle quelquefois, quelque chose d'un projet élargi de prise en charge de groupe avec des patients experts ou témoins ou on en dit, je vais peut-être laisser Madame Clark en parler, mais en tout cas, et aussi parce que des patientes, quelquefois, qui vont mieux et qui entretiennent ce fameux espoir que vous évoquiez tous, dont on a besoin, les familles, les patients, mais nous, les soignants aussi, ces patients qui vont mieux et qui nous contactent quelquefois et qui nous disent, alors c'est quand votre groupe? Quand est-ce qu'on vient témoigner? Quand est-ce qu'on peut passer le relais? Passer une information dont nous, soignants, ne sommes sûrement pas porteurs, parce qu'on a trop à faire, parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts non plus, et parce qu'on a besoin d'évoluer aussi. Hein. Et donc, je vais laisser Juliette peut-être rebondir sur... Qu'est-ce qu'on peut faire, Juliette? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. Envers les parents qui ont des difficultés à... déjà informer, c'est ce que monsieur disait aussi par rapport à la psychiatrie déstigmatisée. Et c'est vrai que moi, j'ai souffert d'avoir aussi un père médecin, mais tout ce qui était la tête et psychiatrie, il ne voulait pas entendre que sa fille avait des problèmes par rapport à ça. Donc c'était encore plus difficile à faire passer, mais c'est pas une fatalité. Donc moi, quelque chose qui m'intéresse, ça fera partie peut-être de la deuxième partie. Vas-y, parce que oui, là, on rattrape le temps perdu. Oui. Lance la deuxième partie. Donc, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Oui. Mais donc, déjà, un accompagnement pour les proches et peut-être pas attendre qu'ils soient en demande d'aide parce que, comme Bénédicte l'a dit aussi, il y en a qui n'osent pas et puis... mais peut-être que déjà proposer à la source, dès que, moi je pense au centre expert, dès qu'il y a cette demande de pouvoir proposer quelque chose qui ressemble plus à de la psychoéducation par rapport à la maladie, donc pas forcément centré sur leur enfant en tant que tel, mais pour qu'ils puissent comprendre un peu les mécanismes de cette maladie qui est super compliquée en fait à comprendre, donc c'est très complexe. Voilà, donc déjà... Une première piste. La parole à Dr. De Ries. Je veux juste, ce que tu dis m'inspire à un point, qui est de dire, en même temps que les personnes sont touchées par cette maladie, les proches le sont aussi. C'est un tel bouleversement dans les familles, dans les fratries, qui fait que, comme on est très habile maintenant, enfin, en tout cas, on améliore notre capacité à proposer des soins, y compris précoces, même si ce n'est pas parfait, bien sûr, aux personnes concernées. L'idée, c'est de proposer des soins, enfin, un parcours de rétablissement aussi, d'information puis de rétablissement aux proches, en fait. Et donc, cette quasi-proposition de soins parallèles. Oui, je voulais juste ajouter que ce n'est pas le rôle des enfants de soigner les parents. Et voilà, moi, j'ai pensé que c'était à moi de le faire, de les aider, mais non, on inverse les rôles et on porte, je pense avec cette maladie, pour beaucoup, on porte déjà beaucoup de la souffrance de la famille et déjà pas mal à détricoter pour soi-même, et donc voilà. Merci beaucoup. Donc, autre commentaire? Il y avait surtout une question au fond. Ah, il y avait une autre question. Après, j'en profite pour diffuser le numéro, le 0810 037 037. Voilà, comme ça il est diffusé. Qui est un numéro quasi gratuit, c'est quelques centimes par minute en fait. Donc, anonyme. Anonyme. Et tous les jours de la semaine, en fin d'après-midi, deuxième partie d'après-midi, il y a, en fonction du jour de la semaine, des professionnels de santé et aussi des associations qui répondent à vos questions. Toute dernière question au fond de la salle, madame. Bonjour, Emmanuelle Delarose. Donc, je suis la maman d'une jeune fille qui a été hospitalisée 8 mois à la CMME, qui aujourd'hui est sortie. Et je voulais juste proposer éventuellement quelque chose, parce que c'est vrai que j'entends Pauline, c'est ça, qui dit « mes parents ne comprennent pas ». Alors, c'est vrai qu'on ne comprend rien à cette maladie, nous, en tant que parents. On essaye, et quand on est confronté à cette maladie, les seules réponses que l'on a, c'est celles que nos enfants nous donnent. Et finalement, ça nous manque cette idée de rencontrer d'autres patientes peut-être guéries, de rencontrer aussi les soignants à un moment avec notre enfant.
parce que les jours où on les voit, elles sont seules, on est seul avec elles et on discute de ce qui s'est passé et ce sont elles qui nous donnent leur version. On n'a pas la version de ce qui se passe réellement dans le service et ça, on en a besoin aussi, mais peut-être qu'un rendez-vous autour du soignant et avec la patiente, ce serait important pour la famille et pour recréer des liens. Moi, ma fille, elle a eu un parcours très compliqué avec une prise en charge qui a commencé lorsqu'elle était mineure. Et là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. C'est beaucoup plus simple quand elles sont mineures parce qu'on explique à la famille ce qui se passe, on explique aux parents, on prend le temps. Quand les patientes sont majeures, on vous répond, et moi, on me l'a dit, mais madame, c'est pas vous qu'on soigne, c'est votre fille. Donc, on ne vous explique pas ce qui se passe et vous n'êtes pas au courant. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Donc je crois qu'un rendez-vous avec tout le monde et avec l'enfant, c'est important parce qu'ils vivent avec nous et on les voit tous les jours et on sait mieux que tous quand ça commence à déraper. Oui, ça rejoint le témoignage de Bénédicte. Donc il y a un savoir qui est un savoir médical, mais il y a aussi un savoir expérientiel, l'expérience de la maladie qui est portée par les proches, qui est très très important à écouter. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Pauline, c'est ça. Je me disais que peut-être votre mère, elle serait plus réceptive si elle entendait un parent qui a vécu, qui a déjà une expérience et qui aurait des mots, ces mots à lui, enfin ou à elle. Et voilà, ce ne serait pas vous, ce ne serait pas un médecin. Et en tout cas, c'est ce que je constate avec le pôle où je travaille en ce moment. Et justement, on essaye de faire en sorte de faire venir des parents qui sont formés pour qu'ils viennent enrichir le groupe de parole. Et c'est important parce qu'il y a des parents qui, au bout de certaines années, ont envie de redonner. Parce que quand même, la psychiatrie fait quand même beaucoup. On a quand même aussi, je rappelle qu'on a quand même un service de santé qui est quand même vraiment assez formidable, qu'on nous envie. Et moi, j'ai eu envie, par exemple, de monter une association, puis aussi de redonner, et de manière complètement... voilà, d'aider. Moi, j'ai souvent des parents qui m'appellent, qui sont complètement... Mais alors, et en fait, je vois que parfois, il y a des mots que je peux dire, ça va, mon fils va mieux, mais ça fait tout de suite... voilà, peut-être que c'est... Je ne sais pas, hein, mais c'est peut-être ça dont elle aurait besoin, que ce ne soit pas vous, mais... Le processus de soins est un processus long, il faut y croire. En fait. Le moment viendra certainement. En écoutant Bénédicte, je vais repenser à notre échange. Peut-être que vous voulez dire quelque chose. Non, je voulais simplement dire que le processus pour accepter aussi la situation de maladie de l'enfant est parfois long pour les parents ou pour l'individu, qui est une maman ou un papa, ou un proche, un frère. Et là aussi, c'est un processus sur lequel il n'est pas parfois nécessaire de forcer les choses, au risque de griller certaines étapes du propre cheminement des parents. Moi, si je fais une rétrospective entre ce que je pensais au début de la maladie de ma fille, quand elle avait 10-12 ans, avec toutes les peurs que j'avais, même si c'était peut-être pas comme votre maman, mais... Et puis maintenant, voilà, j'ai changé. Au départ, par exemple, je faisais beaucoup plus, mais je le dis maintenant, mais à l'époque, je n'en avais pas conscience, l'amalgame entre comportement et maladie. Enfin, je ne voyais que le comportement qui expliquait la maladie c'était le comportement. Enfin, pour dire les choses simplement, à partir du moment où j'ai essayé, alors c'est tout bête, hein, mais je pense que mon mari, ça a été un peu pareil. On s'est dit, quand il y a des choses très difficiles qui se passent, ou à la maison, ou à l'hôpital, mais c'est la maladie qui s'exprime, c'est pas notre fille. Et notre fille, on sait qu'on peut la retrouver ailleurs, quoi. Voilà. Alors, c'est des petites choses toutes bêtes, mais ça, sans les échanges avec les thérapeutes, bon, en l'occurrence ceux de la CMME, mais également avec les autres parents de ce groupe-là, c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, je n'aurais pas cet avis-là qui me permet d'être plus sereine. Je ne dis pas que ça résout tout, mais ça me permet de ne pas être en panique. Voilà. En tout cas, ça m'a permis, sur les dernières phases de maladie de notre fille, d'être moins en panique. Je ne dis pas que tout allait bien. Hein. Voilà.
Merci. Je crois qu'il y a une autre question. Mais alors, ce n'est pas une question, ça va être court, mais c'est plutôt un témoignage, puisqu'on a beaucoup parlé du lien parent-enfant, et quelqu'un témoigne dans le chat. Cette personne dit que sa femme est hospitalisée, et que donc là, on sort du cadre familial, mais que cette personne ne sent aucune place non plus dans la situation, enfin, dans les étapes de guérison de sa femme, alors même que cette personne doit gérer les situations de crise, d'angoisse, de dépression, et que cette personne n'a aucun outil adapté, et parfois des conseils contradictoires par des professionnels. Donc voilà, c'était pour peut-être élargir aussi un peu le... Oui, c'est vrai, hein, c'est beaucoup focalisé sur la famille, les parents, mais quand on parle de proches, on parle de fratrie aussi, et on parle de proches adultes. En fait, il y a des personnes qui souffrent de troubles de conduite alimentaire qui sont adultes et dont le proche, le compagnon en général, les enfants, les enfants aussi, donc sont en grande souffrance. Donc cette notion de dire il est nécessaire d'envisager un accompagnement et un espace de parole et d'échange pour chacun est capital. Je crois que c'est vous qui disiez à un moment donné dans nos échanges préalables oui, qu'il faut tenir dans la durée, c'est ça votre... Peut-être que vous pouvez le dire bien pour moi. Non, simplement, oui. L'idée, c'est effectivement d'être tenace. Enfin, ça, je le dirais pour tous les parents, mais aussi pour les patients, enfin, et pour les professionnels. Et chaque fois qu'il y a une rechute, enfin, ce qu'on voit apparaître comme une rechute, ou en se disant c'est la catastrophe, voilà, on se disait tiens, il y a 6 mois où ça va mieux, puis paf, c'est revenu. Parfois avec de l'hospitalisation nécessaire, voilà, bref. C'est vrai que l'idée de se dire une rechute ne ressemble jamais, et ça, ce n'est que notre expérience, mais elle ne ressemble jamais à la précédente. Ce n'est jamais la même chose. On n'en ressort jamais pareil. C'est un peu comme une spirale. Je sais que sur le groupe, voilà, cette image avait été donnée, et pour moi, ça m'avait éclairé. Hein. Enfin, même toi, je crois. Et voilà, c'est une spirale. Mais comme c'est une spirale, ça avance. Voilà, la rechute, elle se fait, mais ce n'est pas la même chose que la fois précédente. Donc, ce n'est pas un retour en arrière. Il y a toujours une progression qui fait que la personne avance, mais sa famille avance avec elle aussi. Enfin, voilà, c'est un processus qui embarque tout le monde, quoi, finalement. Merci beaucoup. Peut-être entre vous deux, comme vous avez le micro, juste, on doit vraiment avancer, sinon on ne va pas pouvoir faire de la science-fiction. La deuxième question, le deuxième tour de table, sinon, pardon. La deuxième question concerne l'avenir, en fait. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux? Quelle est l'urgence? Quoi faire différemment? Donc la question est posée aux intervenants en fonction de leur inspiration, s'ils veulent prendre la parole. Il n'y a pas d'ordre préétabli. Et puis posez-la vous aussi à vous-même, et on va dans un deuxième temps ouvrir l'échange avec la salle. Donc qui a envie de... Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui est urgent? Que faire? Vous laissez pas la place à votre mari, en fait. C'est pour ça, mais alors tout... L'anorexie n'est pas qu'une histoire de femme. On en avait échangé avant. Voilà ce qu'il nous semble, en tout cas. Hein. Mais pour le coup, ça concerne... C'est plus une question un peu d'organisation de la santé publique et psychiatrique. Hein. Déjà, au niveau des... Enfin, nous, dans notre cheminement, on a senti quand même qu'il y avait des soignants qui étaient un peu déroutés par la maladie, même dans le champ de la psychiatrie, qui étaient déroutés par l'anorexie, qui étaient déroutés peut-être par d'autres maladies, je ne sais pas, mais... y compris chez les médecins généralistes, vous disiez tout à l'heure que c'était les premiers maillons de la chaîne, et alors ça, c'est tout à fait vrai, hein, voilà. Mais... il n'y a pas de formation certainement très spécifique ou d'alerte, y compris sur le champ de la prévention. Donc peut-être à ce niveau-là, je ne sais pas, quelqu'un dans la salle tout à l'heure disait effectivement aller aussi former sur le champ de la prévention. Ça, moi, je pense que c'est tout à fait vrai. Et après, une autre idée que nous avions eue, c'est de se dire, nous, on habite en province, de manière assez éloignée des centres experts, mais pour d'autres maladies, type pour soigner des cancers. Or, on voit bien que chez nous, par exemple,
les équipes en charge des patients dans notre région, soignés dans des petits hôpitaux, eh bien, se fédèrent ou sont en contact avec des équipes spécialisées à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, voilà, et pour mettre en place un protocole de soins ou voilà, se concertent. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, pourrait aussi permettre de, sans moyens peut-être supplémentaires, hein, en termes, mais permettre de diffuser au moins de l'information sur une spécialisation des soins TCA sur des hôpitaux qui en seraient dépourvus. Enfin, il nous semblait que c'était peut-être une approche voilà, territoriale et descendante qu'il faudrait arriver à développer, de manière à ce que des gens, enfin quiconque sur le territoire puisse avoir accès à des soins spécialisés de manière, on va dire, un peu plus aisée que ce n'est actuellement. Merci beaucoup. Je sais pas si tu veux... Non, enfin moi, nous on s'est battu sur la durée pour sortir de notre région, et c'est là où pouvoir offrir à notre fille voilà, des établissements très pointus dans... Enfin, nous, et je crois voilà. que les soignants aussi de la région, enfin, ils avaient bien conscience qu'à un moment, voilà, il fallait passer peut-être à d'autres types de prise en charge qui n'existaient pas. Alors, je me permets de rebondir très, très rapidement sur ce que vous avez dit. Sur la graduation de la réponse et des soins, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, puisqu'il y a eu un rapport, il y a eu une circulaire de la DGOS là-dessus, sur des niveaux de soins, niveau 1, niveau 2, niveau 3, un peu comme ça existe dans les maternités, etc. Certaines situations de troubles alimentaires qui sont relativement peu sévères, mais qui risquent de se dégrader et qui doivent être prises en charge, et qui peuvent être prises en charge par psychologue, par médecin généraliste, par un psychiatre de proximité. Et évidemment, ça c'est en cours de mise en place, avec des niveaux 3 pour les formes plus sévères et une articulation entre les différents niveaux. On y veille, par exemple, au niveau du réseau TCA francilien, on a mensuellement des réunions autour de situations qui nécessitent une articulation entre plusieurs services. Bon, ça reste balbutiant par rapport à ce qui est fait dans d'autres troubles, et évidemment, on a beaucoup à progresser là-dessus. Pour rebondir sur le deuxième aspect qui était l'intervention précoce, je pense qu'il faut bien distinguer dans les troubles alimentaires et puis dans les maladies en général, ce qui est de la prévention, ce qui est de l'intervention, du dépistage, du repérage précoce. Voilà, malheureusement, c'est un champ qui est assez sous-investi parce qu'on a tellement peu de moyens qu'on focalise le système de santé sur les cas, les situations qui sont en tout cas en apparence les plus sévères. Et donc on ne va pas au-devant des patients qui nécessiteraient des soins, soit parce qu'ils sont au début, soit parce qu'ils ne le demandent pas, etc. Il faudrait y aller. Donc ça il faut quand même plus de moyens pour cela. La question de la prévention dans les troubles alimentaires, c'est une question qui est complexe. Et ça doit se faire de manière bien réfléchie parce qu'une intervention auprès notamment des jeunes, des adolescents, des adolescentes peut être à double tranchant. Il y a des projets qui sont montés, il y a plusieurs équipes, mais notamment l'équipe de Lyon qui fait un beau travail là-dessus, autour du corps, de l'image du corps, de l'acceptation du corps, etc. Des projets plus généraux qui ne sont pas forcément uniquement dédiés à l'alimentation ou qui se focalisent sur le comportement alimentaire. Et les Canadiens sont aussi très porteurs dans cette thématique-là, de la prévention, mais c'est une thématique un peu différente. Nous, en tant que soignants, c'est vrai que le dépistage, la prise en charge précoce, c'est vraiment quelque chose de très important. Malheureusement, on est accaparé par le nombre de cas et on se focalise sur les situations qui en apparence sont les plus sévères. Pour peut-être répondre à la question, moi très rapidement, pour vous donner la parole sur les projets, alors je pense qu'évidemment c'est améliorer, pérenniser, démultiplier ce qui existe comme initiative, le répartir de manière plus équilibrée sur le territoire, et puis probablement, alors au-delà de l'aide que l'on peut apporter aux proches, le soutien, il y a une vraie idée de partenariat dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on repense régulièrement tous ensemble, avec les équipes, sur comment mieux soigner, quelles sont les alternatives à l'hospitalisation. On a monté dernière l'hospitalisation de jour intensive à la CMME. Alors, c'est quelques patients, etc. Mais comment trouver des alternatives, comment les évaluer. Et quand on pense ces dispositifs, d'y associer les proches dès la fois où on peut monter. Alors le centre expert TCA, l'évaluation ici a été pensée avec la FNA TCA, mais je pense qu'il y a un partenariat plus régulier qui doit être mis en place pour dire, voilà, nous on a des idées. Alors évidemment, il y a une forme d'expertise soignante, mais il y a aussi
un savoir et une expertise des proches et des patients eux-mêmes, patients en rémission prolongée, patients en situation plus aiguë, pour penser le système de santé. Et c'est ma casquette de chercheur, aussi en termes de recherche, parce que certes, il faut diffuser de l'information, mais ce qui produit prolifération de médecine un peu parallèle, une forme de charlatanisme, c'est aussi qu'il faut se remettre en question que certaines de nos prises en charge ne sont pas très codifiées, ne sont pas très démontrées. On a besoin de progresser, de faire de la recherche pour proposer des soins plus adaptés, plus personnalisés. Et en recherche sur les troubles alimentaires, on est vraiment très très loin du compte. Sur la schizophrénie, il y a encore énormément de progrès qui sont attendus. Et pour l'anorexie mentale, la boulimie, l'hyperphagie boulimique, on n'en est qu'au balbutiement. Et je pense que une meilleure connaissance des prises en charge plus validées permettra de lutter contre ces systèmes un peu parallèles qui se nourrissent de notre manque de connaissances, de notre manque de données probantes, des données qui sont vraiment prouvées par la science, et puis notre manque de moyens qui fait qu'on laisse de côté certains patients qui se débrouillent comme ils peuvent. Oui, merci. Juste rebondir sur cette notion de recherche aussi. Bien sûr, de la recherche sur les données probantes. Je pousserai les choses un peu plus loin. Peut-être qu'on pourrait associer en partenariat les proches aussi pour savoir quel thème de recherche. En fait, parce que nous avons un biais de chercheurs, de soignants, mais en fait, ce sont probablement nos préoccupations, notre prisme sur le sujet, sur le trouble qui nous conduit dans certains chemins. Et quand on dit partenariat, c'est aussi le partenariat non seulement sur le parcours de soins, l'offre, la construction, l'organisation, mais c'est aussi dans d'autres domaines comme la recherche. Enfin, quels sont les sujets qui vous intéressent? Qu'est-ce qu'il faut étudier? Qu'est-ce qui manque? Et aussi, bien sûr, dans l'enseignement, que vous soyez partie prenante dans la construction de parcours de formation, y compris ceux des soignants, comme on a évoqué, qui parfois sont très, très peu sensibilisés à ces sujets. Alors, on continue le tour de table, Nadine. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, Madame Rateau, qui est très important, enfin, cette notion de processus, hein, et qu'il ne faut pas lâcher. Et effectivement, je pense qu'il n'y a pas chute, rechute, enfin, c'est pas on-off l'évolution d'un patient. Et je pense que par rapport à cette évolution, moi qui viens un peu du passé, hein, et je ne peux que dire et témoigner que les prises en charge proposées par la CMME aujourd'hui n'ont fait qu'évoluer. Et elles vont continuer, et c'est essentiel. Et dans cette évolution, évidemment, il y a eu ce que j'évoquais, ce travailler ensemble, l'accompagnement des parents qui s'est ouvert et qui va continuer à s'ouvrir avec l'intégration peut-être dans les groupes aussi de patients, enfin cette évolution qui est en marche. Mais il y a une autre évolution aussi où nous avons été des pionniers, c'est aussi la prise en charge corporelle. Je pense qu'on peut le dire, on a été les premiers, en tout cas nous les soignants, infirmiers, infirmières, à toucher et à se rapprocher au plus près de cette souffrance du corps qui s'éteint, et donc je pense qu'on est dans une dynamique et qu'on ne va cesser de l'être, dans une dynamique d'évolution, et peut-être que dans cette évolution, vous le disiez aussi, on manque un peu d'informations peut-être. Peut-être qu'on n'est pas assez bon pour suffisamment, et qu'il faut qu'on réfléchisse tous les jours à comment mieux informer sûrement le patient, pourquoi on fait les choses, quel sens on donne à tout ça, mais aussi une information essentielle, cruciale à donner aux proches, à leur apporter une compréhension, en tout cas la nôtre, et de manière à travailler, à évoluer ensemble, hein. Donc effectivement, je pense que la balle est dans le camp de la recherche et de l'évolution. Je pense qu'évidemment, on va continuer. Moi, ce qui m'anime, c'est cet accompagnement que j'évoquais par rapport à la prise en charge corporelle, qu'elle soit directe au niveau de cette approche, mais que ce soit aussi via, on a eu un PHRI qui avait été validé autour de l'accompagnement de l'image corporelle par un logiciel informatique pour que le patient puisse, avec recul, évaluer sa perception et peut-être avoir une autre épreuve de réalité. Il y a aussi d'autres accompagnements faits par nous. On va dans la ville avec les patients, essayer accompagner le patient pour des essayages vêtements. On a constitué un vestiaire dans l'unité par rapport à cet accompagnement autour de l'image corporelle. En tout cas, moi je suis là aussi pour parler de cet espoir et qui, chez nous, concrètement, passe par cette évolution au quotidien. Et je pense que dans
l'unité de soins, avec Madame Clark, je pense que cette réflexion autour de comment on peut sortir le patient de la solitude, de sa chambre, de sa souffrance, de sa maladie, de son envahissement, de sa préoccupation, de son anxiété, pour essayer de faire quelque chose ensemble avec lui, nous les soignants, mais aussi comment ce patient peut sortir de cette solitude avec des travaux de groupe, avec cette immersion un peu dans la relation à l'autre, peut-être pas seulement cloisonnée avec un soignant, mais peut-être, voilà, je pense que l'évolution, elle est de toute façon, elle se fera, et elle est aussi à ce niveau-là, autour de comment on peut, nous les soignants, accompagner cette image corporelle et cette reprise pondérale qui est souvent associée à l'évolution. Alors, tout cet nouveau développement que tu envisages, que tu suggères, tu dis, nous les soignants, j'aurais envie de dire que ce soir, nous les soignants et les proches, en fait, oui. Donc avec les personnes concernées. C'est la notion qui a été évoquée par le professeur Gorwood de triumvirat, de dire peut-être que la vraie clé de voûte est de changer d'état d'esprit et de se dire que ce n'est pas descendant, ce n'est pas le soignant quel qu'il soit, que ce soit un infirmier, un psychologue, un psychiatre, mais c'est en se posant, trouvant qu'est-ce qui pose problème, d'interroger la question avec toutes les parties prenantes, le patient au centre. Donc, on va continuer le tour de table. Alors moi, je me disais, aujourd'hui, il y a quand même les réseaux sociaux qui font que ça change quand même un tout petit peu la donne en matière de connaissances. C'est vrai qu'on voit beaucoup de... Enfin, moi, quand je pose la question aux proches, très naturellement, la première chose qu'ils font, c'est d'aller sur Internet. Et je sais qu'au collectif schizophrénie, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a voulu donner une image de la schizophrénie pour ce qu'elle est, non pas pour l'idée qu'on s'en fait. Donc de faire un portail, on a fait un portail Internet, voilà, avec des connaissances validées, et puis avec beaucoup de témoignages, parce que ça c'est quand même vraiment un vecteur des témoignages positifs de personnes, et puis qui communiquent des petites choses, quoi, des petites techniques qu'ils ont. Et je me disais que peut-être que pour les parents, c'est des témoignages de parents. Je trouve que, en fait, c'est quand même le premier travail à faire, c'est quand même aux médecins, aux psychiatres, c'est de tout de suite proposer aux proches quelque chose. Ne pas le laisser après l'annonce d'un diagnostic, ne pas le laisser dans la nature. Et c'est, alors moi j'ai eu de la chance, j'ai eu un programme de psychoéducation, mais 1 an après. Et on sait qu'au début des troubles, il y a des tentatives de suicide, il y a des suicides. Vraiment, les chiffres sont... Donc là, je crois qu'il ne faut pas lâcher, parce que moi, je n'étais pas du tout la bonne personne pour accompagner mon fils, et je faisais tout ce qu'il ne fallait pas. Donc c'est quand même des années critiques, donc il faut vraiment presque mettre un parent sur ordonnance de quelque chose, aller sur Internet, aller voir des tutos qui ont été faits, qui ont été validés, bien évidemment. Mais voilà, faut pas nous laisser dans la nature, parce qu'on est... Et puis, mais ça c'est vraiment l'adressage, c'est... Je vous regarde, c'est les psychiatres, parce que nous, les associations, on peut faire tout ce qu'on... Mais c'est... Voilà, donc... et puis là, oui, il y a des tas de choses sur Internet, il y a des tas de choses... et c'est important aussi pour les personnes qui n'ont pas accès aux soins, qui n'ont pas... et puis ce que vous faites aujourd'hui aussi, c'est hyper important. Donc, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment... dès le début, on parle de repérage précoce et tout, les parents... Nous, moi, j'ai le sentiment que j'ai dû me rétablir aussi. Hein. J'ai le sentiment que ça a été un tel choc. J'ai dû aussi faire mon chemin, comme vous disiez. Et c'est pas une question que je sois malade ou pas, mais enfin, ça m'a quand même rendu... à un moment, je pense que ça m'a rendu malade, la maladie de mon fils. Et j'ai eu besoin d'outils, et ces outils, on me les a communiqués, j'ai attendu 1 an pour ça, mais c'est important. Et je pense que peut-être que via Internet, on peut communiquer certains outils, certains témoignages qui sont un début, et ça peut beaucoup aider. Juste, je donne la parole tout de suite à Juliette de Salle qui veut réagir, mais je retiens ce magnifique mot, en fait, peut-être l'un des mots qu'on va retenir ce soir, qui est la notion, il faut très vite une ordonnance, non seulement pour la personne qui est en souffrance, avec ce qui convient, ce qui va bien, mais aussi une ordonnance pour les proches, pour des lieux d'information et des lieux d'accompagnement de façon très précoce, en même temps qu'on fait l'ordonnance pour la personne qui est en souffrance. Juliette, je te passe la parole. Oui, ben j'allais dans le même sens. Quand vous avez dit, Bénédicte, que vous étiez rétablie, moi je suis convaincue que les proches, que ce soit les conjoints, les parents ou même les frères et sœurs, et même les enfants aussi, dans certains cas, doivent avoir
pouvoir faire leur propre parcours eux-mêmes et qui ne doit pas être forcément centré sur la maladie et qui peut être leur remise en question, la façon dont ils abordent la vie, les choses et ce qui compte pour eux. Et en tant que personne patiente ou souffrant, de voir... alors, moi, je prends plutôt le cas de ma mère, c'est ça qui me vient à l'esprit, mais si je l'avais vue aller bien et être décentrée de mes problèmes, ça m'aurait vraiment aidé, je pense. Tu évoques le parcours de rétablissement des personnes concernées, mais aussi des proches. Peut-être que tu veux expliquer la différence, c'est un sujet sur lequel on échange souvent, entre guérison et rétablissement, en fait. Parce que pour certains, c'est encore un mystère. Voilà, en guérison, c'est plus une notion objectivable qui peut être plus de l'ordre du médical. On peut voir l'IMC, on peut voir au niveau voilà, des choses assez précises et qui ne correspondent pas forcément à ce que la personne ressent elle-même. Et le rétablissement, c'est plus vraiment le bien-être psychique. Et les deux, même si l'idéal c'est qu'ils aillent de pair, ne vont pas toujours de pair. Et on peut, en tant que patient, se sentir à la fois plus mal, même si les chiffres, j'ai envie de dire, sur la balance vont mieux. Donc le médecin va renvoyer une image, les symptômes sont atténués, là ça va beaucoup mieux, il se réjouit. Et la personne, elle a plus ces symptômes pour l'aider à tenir et qui fait que peut-être la dépression augmente et on peut se sentir très, très mal. Et inversement, on peut se connaître mieux, progresser dans son bien-être et voir que finalement les symptômes sont utiles. On sait pourquoi il y aura peut-être une crise de boulimie, mais on peut y faire face. Et donc, c'est, moi je pense, important de comprendre qu'il y a une nuance entre les deux. Et que ce n'est pas linéaire du tout. Et dans ce cadre-là, on voit la place des rechutes aussi. Elles sont ce que vous disiez, même si j'aime pas moi ce mot de rechute, mais vous l'avez bien expliqué en disant que c'était jamais la même chose et que le chemin il n'est pas linéaire, mais il n'y a pas de retour à la case départ en fait. C'est une progression. Merci beaucoup. Il est temps de passer, s'il n'y a pas d'autres interventions autour de table. Donc, on passe la parole à la salle et en ligne s'il y a des questions, soit qui restent de la première question, soit de ces nouveaux témoignages. Oui, non, en fait, je voulais juste parler de la prévention et notamment de la connaissance aussi de la maladie auprès du grand public qui, je trouve, est vraiment encore très, très mauvaise, quoi. Et alors, par exemple, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des troubles du comportement alimentaire. Et en fait, ce matin, j'ai bien écouté à la radio, j'écoute tous les matins France Inter, et je n'ai pas entendu un mot dessus, quoi. Donc bon, peut-être que je n'ai pas été au bon moment, bref. Voilà, donc c'est première chose. Et deuxièmement, parce qu'en fait, moi, en tant que maman d'une enfant anorexique puis boulimique, j'estime que j'ai eu un retard, globalement, il y a eu un retard au diagnostic de plusieurs mois par simple méconnaissance, en fait, de ma part, déjà. Parce que tous les signes avant-coureurs, ils étaient là, en fait. Quand j'ai regardé après coup, il y avait 15 trucs à cocher, je les ai tous cochés, et ça faisait des mois que ma fille répondait à ces critères et que moi, je ne voyais rien, quoi. Enfin, et mon mari non plus, d'ailleurs. Et d'autre part, la médecin généraliste également, je pense, voilà, dans notre cas, n'a pas non plus perçu la gravité de la situation. Et c'est finalement une nutritionniste qui m'a alertée, mais vraiment de façon très, très, très forte. En fait, j'ai dit à ma fille, ok, tu fais un régime, c'est bien, mais là, il va falloir quand même que tu sois suivi par quelqu'un qui te guide, parce que voilà, elle perdait des kilos. Et la généraliste me disait, mais non, tout va bien, prenez son IMC, non, ça va encore. Voilà, elle est vraiment passée à côté, quoi. Et la nutritionniste, par contre, tout de suite, en 3 secondes, elle m'a dit, il y a un problème, madame, voilà. Donc, c'était, voilà, au niveau prévention, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de progrès à faire encore, et aussi en termes de connaissance de la maladie. Voilà. J'ai envie de dire, vous soulignez par ce témoignage l'importance aussi du travail multidisciplinaire. Parfois, quand il y a un réseau d'intervenants, ceux qui échappent
l'un peut ne pas échapper à l'autre. Donc ça aussi, ça n'a pas été encore dit, mais peut-être que tu veux dire un mot sur le sujet. Oui, sur l'aspect de diffusion de l'information, des connaissances, évidemment, il faut faire beaucoup mieux. La journée, c'est la 2e édition en France seulement, c'est la 7e dans le monde. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître. Évidemment, vu du grand public, on est bien en deçà de ce qu'on devrait faire. Mais là, pour suivre un peu ce qui s'est préparé et ce qui est fait aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup d'interventions de divers ordres dans les médias. Il y a eu, voilà, sur des grands médias, il y a une tribune qui est sortie aujourd'hui dans Le Monde, qui sera publiée dans la version papier la semaine prochaine, qui est sortie en ligne, donc dans des grands journaux nationaux, etc. Donc il y a quelque chose qui arrive, il faut progresser, et je pense que les proches, vous avez aussi ce rôle à jouer pour porter à petit. C'est toutes sortes de canaux. On parlait des réseaux sociaux, c'est une extraordinaire caisse de résonance, voilà, à la fois négative, hein, parfois, malheureusement, mais aussi très positive. Donc il faut porter, il ne faut pas laisser le champ libre à des formes de réseaux qui se développent depuis très longtemps, hein, pour le coup. À l'origine, c'était des blogs, maintenant, c'est toutes sortes de réseaux sociaux, avec un aspect communautaire assez négatif autour de la maladie, mais il y a beaucoup de choses qui se créent, beaucoup d'initiatives partout, portées par des grandes équipes, des plus petites, des personnes qui ont des initiatives plus personnelles. Donc vraiment, là, il y a quelque chose qui démarre depuis l'année dernière sur cette information grand public. Le côté journée mondiale permet vraiment, voilà, de marquer un petit peu le coup, notamment dans les médias plus grand public. Les médias sont assez sensibles à cette question d'une journée consacrée, mais évidemment, c'est à décliner. Là, sur le site de la Fédération française d'anorexie-boulimie, sur le site de la Journée mondiale, il y a beaucoup plus d'initiatives qu'il y en a eu l'année dernière. Probablement l'année prochaine, il y en aura encore plus, avec une variété de propositions incroyables. Des choses un peu plus de l'ordre de l'expertise, des portes ouvertes, des temps d'échange très ouverts. Il y a des lives sur les réseaux sociaux, il y a énormément de choses qui sont proposées. C'est très, très positif et tout le monde peut s'exprimer. Mais on aimerait faire plus. Et puis, après, sur la formation, alors, il y a des choses, c'est vraiment tout petit, mais il y a un plan de formation national qui est porté par la Fédération française d'anorexie-boulimie. Alors, c'est un début, mais pour déjà unifier, vous savez, ça a pris plusieurs années de travail pour unifier déjà des supports d'information, parce que pour trouver quelque chose qui est validé, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Il y a des progrès qui sont faits. Il faut s'entendre. Il y a encore des visions des soins qui peuvent varier d'un endroit à l'autre, des cultures. La spécificité peut-être de ces maladies, des troubles des conduites alimentaires, c'est que c'est à la frontière de pas mal de choses, notamment du soin somatique, dit somatique, un peu par excès, et du soin plus psychologique, psychique. C'est bien qu'il y a des villes où les soins, par exemple, je pense à Saint-Étienne, où les soins sont construits autour des services d'endocrinologie, historiquement, depuis très très longtemps. Des services, des villes grandes pourtant où il ne s'est rien produit, des villes où c'est la gastro-entérologie, comme à Rouen, des villes où c'est plus la pédopsychiatrie, la psychiatrie. Et il faut faire parler toutes ces personnes ensemble. Et il y a quelque chose qu'on a peu évoqué, mais aussi tout le spectre du métabolisme, qui va de la maigreur jusqu'à la situation d'obésité, et c'est très clivé. La prise en charge de l'obésité, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la prise en charge qui est catastrophique, quasi absente, de l'hyperphagie boulimique, qui est un TCA qui est souvent associé donc à l'obésité, et puis aussi de sortir, hein, évidemment, on le fait, et de plus en plus, mais de sortir de cette vision centrée sur le poids, c'est un élément important, évidemment, mais c'est loin d'être le seul. Et par exemple, quelque chose qui arrive très tardivement et depuis peu en France, mais qui est porté depuis pas mal de temps par le monde anglo-saxon, c'est-à-dire que l'anorexie mentale ne concerne pas que des personnes en situation de maigreur. Hein. On a des personnes qui sont en situation de surpoids et qui souffrent authentiquement d'anorexie mentale. Alors, on appelle ça parfois l'anorexie mentale atypique, mais c'est des personnes qui souffrent vraiment avec des symptômes très proches, voire équivalents. Il n'y a pas forcément de consensus là-dessus, mais en tout cas, il y a des troubles alimentaires restrictifs chez des personnes en surpoids ou à poids normal. On en voit aussi dans les situations très particulières de la chirurgie bariatrique, hein, des personnes qui ont été opérées pour réduire l'obésité, avec une explosion ces 10 dernières années des interventions, avec beaucoup de troubles alimentaires qui se développent dans les années qui suivent, et très très peu d'accompagnement psychologique. Donc énormément de pistes pour progresser. Je rebondis sur cette initiative importante qui a été citée, qui est cette tribune qui est parue dans Le Monde aujourd'hui en version électronique. En fait, ça a été porté, c'est une initiative qui est portée par la Fédération française d'anorexie-boulimie. La spécificité est qu'elle est signée par, alors je n'ai plus tous les chiffres en tête, mais plus de 300 personnes, donc individus,
d'une 50aine d'associations professionnelles et autant de centres de soins et de prise en charge des TCA. Tout ça pour dire que j'abonde en fait ce que tu dis sur cette notion, c'est en train de se construire. Le fait que 50 associations professionnelles signent une même tribune qui est là pour dire il faut plus de lieux de soins spécialisés, il faut mieux former les personnes, il faut plus de structuration, il faut plus d'argent. Est-ce qu'on est relativement sous-doté? Tout ça va aider à la structuration. Et ben, c'est l'une des premières fois où cette parole est portée de façon aussi forte que cela. Dans l'idéal, ce serait bien que l'année prochaine, le même type de tribune soit signé massivement aussi par les proches. La FNA-TCA, qui regroupe les associations, et notamment les associations de proches, a signé, a coécrit cette tribune. Donc, ils sont déjà associés, mais ça peut... des soignants ont signé à titre individuel, et l'année prochaine... Donc, ce seront donc des signatures individuelles qui seront les vôtres. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je crois qu'il y avait des questions dans la salle, où il y a encore des questions, parce qu'on arrive doucement vers la fin de notre table ronde. Un commentaire d'une personne dans le chat qui précisait que c'était nécessaire également dans le principe de la triangulation d'intégrer les parents quand la détection des TCA est faite tardivement et non pas avec des enfants mineurs. Parce que l'évidence de l'association n'est pas toujours immédiate. Oui, bien sûr. Je crois qu'on a évoqué aussi tout à l'heure le cas de ces couples dont l'un des deux souffre de troubles alimentaires et la personne, nous avons dans les groupes de psychoéducation et les groupes de parole aussi plein de maris en général ou de compagnons qui viennent dire leur détresse et qui sont tout aussi dans le besoin d'avoir cette ordonnance qui consiste à dire mais qu'est-ce que ces maladies et comment je peux aider moi de façon efficace. Je crois qu'il y a un commentaire dans la salle. Oui, parce que je vais devoir vous quitter. Je voulais juste rebondir sur 2-3 choses qui me viennent en tête après tout ce que vous avez partagé. C'était vraiment une soirée très très intéressante. Je voulais peut-être compléter votre témoignage, madame, pour dire, je vais mettre vraiment des pincettes, mais les proches, je pense qu'on parle beaucoup du déni chez les patients, mais je pense que le déni existe aussi parfois chez les proches. Pour l'anecdote, mon papa a appris mon anorexie par un collègue alors qu'il était à l'étranger. Il raccrochait et j'étais avec ma fille, ah ta fille qui est anorexique, boum. L'anorexie fait l'effet d'une bombe en fait, et des fois on ne veut pas ou on ne peut pas. Il a fait un témoignage très, très touchant quand j'ai créé une association où il s'est investi un petit peu pour dire bon, ok, on n'arrive pas à en parler, c'est très tabou, mais au moins, voilà. Et il a fait un témoignage comme ça, sous forme de, avec les flashbacks, on aurait dû, on aurait pu. Donc, il s'agit de vraiment, je pense que les proches culpabilisent énormément, alors que déjà, il faut bien leur dire que c'est normal. Les personnes anorexiques sont quand même très, 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 très fortes au jeu de la dissimulation de la pathologie. Donc, il faut vraiment les rassurer là-dessus, qu'en fait, c'est vrai qu'on manque, on n'est pas outillé. D'autant plus, moi aussi, hein, c'était il y a 20 ans, et effectivement, il y a 20 ans, la psychiatrie ou aller voir un psy, c'était juste, c'était pas possible dans une famille où tout allait bien, c'était vraiment pas possible. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un gros travail qui est fait sur la déstigmatisation dont on a parlé. Il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent dessus. On en parle quand même plus facilement. Donc, il y avait deux, trois autres trucs qui me passaient par la tête, mais oui, je pense que les proches se rétablissent. Moi, je pense que les miens n'ont pas fini de se rétablir, sincèrement. Il y a encore beaucoup de déni. Et quand on parle, tu as la chance, Juliette, qu'il y a eu ce basculement où ça y est, ils ont vu que c'était bon et tout. Moi, même après des années de guérison, ça reste le truc dont il ne faut pas trop parler. Et au moindre signe, si j'ai le malheur d'être un peu agacée par quelque chose, ou mal luné, ou fatigué, ou machin, c'est tout de suite, on sent qu'on prend des pincettes et que je reste le petit canard un peu fragile de la famille. Donc je pense que ça aussi, c'est quelque chose, finalement, qui reste pas mal chez les proches et qui peuvent se retrouver, malgré eux, à faire de la stigmatisation. Donc c'est vraiment important de les informer sur tout ça, parce qu'ils veulent bien faire, mais des fois, ouais, c'est très très maladroit. Merci beaucoup. Merci. Il y a d'autres... Oui. Allez-y, monsieur.
Merci, bonsoir. Merci d'avoir organisé cette soirée. Je suis Robert Pagnol, je suis le père d'une enfant qui souffre d'anorexie boulimie. Et pour rebondir sur ce dont vous parliez dans la première partie, mais qui à mon avis a un sens très profond avec la deuxième partie qui est la recherche, je voudrais vous livrer l'expérience qu'on a eue avec Elvire, qui donc est tombée malade et on n'a pas compris. Comme en plus elle est diabétique, on a mis ça sur le compte du diabète, donc ça a été difficile pour nous. Alors déjà quand même, ce qui est hallucinant, c'est que le diabète c'est une maladie très grave, et là aussi il n'y a aucune prise en charge des parents avec un... Enfin, en tout cas, moi je ne l'ai pas perçu comme ça, avec une mise en garde de quelles peuvent être les conséquences profondément destructrices pour les gens qui subissent cette maladie. Bon, ça c'est une parenthèse, pardon. Mais après, quand au bout d'un an, on a compris que Elvire avait des problèmes de troubles alimentaires, enfin, ouais, souffrait de troubles alimentaires, le temps qu'elle, puisqu'elle était majeure, prenne la décision d'écrire, il s'est passé 6 mois, mais elle a écrit un mail à la CMME qu'elle m'a fait lire, où elle disait qu'elle était dans une situation extrêmement compliquée et que sa vie était un enfer, en gros. Et elle a eu rendez-vous au mois de mars. Donc là, il y a un problème dont on peut vite trouver la solution, puisqu'on est tous dans la recherche de comment améliorer. Parce que tout ça n'a pour but que de soigner les gens plus rapidement, quand même, on est bien d'accord, et d'éviter de la souffrance à tout le monde. Donc attendre 7 mois un rendez-vous, et après 1 mois et demi, une hospitalisation, c'est quand même. Enfin, ça s'appelle. On pourrait être facilement. Il y aurait de quoi écrire, effectivement. Alors moi, j'y ai pas pensé, mais si vous voulez, je vais le faire. Mais il y a un problème de, comment ça s'appelle, de non-assistance à personne en danger quand même. Et alors après, ce que je ne sais pas moi, parce que j'ai pas, enfin je ne sais pas, parce qu'on ne me l'a pas dit d'ailleurs, mais je n'ai pas posé la question, est-ce que le fait que pendant 8 mois, elle ait été toute seule avec cette maladie que je n'ai pas à vous décrire puisque vous la connaissez, n'a pas provoqué l'état dans lequel elle est, qui est toujours catastrophique. Et si c'est le cas, effectivement, il faut que j'écrive une lettre. Vous me donnerez l'adresse à qui l'écrire. Si on peut, quand les gens expriment, déjà, alors je ne sais pas si c'est le cas aussi que particulier de ma fille, mais quand elle exprime son appel à l'aide de façon aussi bien formulée, il s'est déjà passé un temps énorme où elle a, et j'imagine que ça doit être assez fréquent pour tout le monde, cette période de déni. Donc ça veut dire qu'elle a vraiment besoin d'aide. Elle se prend 8 mois en plus. Ben voilà, donc moi je vous propose ça comme piste de recherche, c'est comment réduire ce temps de latence. Oui. Merci de formuler les choses de façon positive. Je vous en prie. Alors, comment réduire ce temps? C'est l'aspect probablement en effet le plus aigu, le plus immédiat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour parler de ce que je connais à la CMME, on est entre 25 et 30 nouvelles demandes de prise en charge par semaine. Avec souvent, très souvent, voilà, je ne connais pas la situation précise, mais des situations toujours dramatiques parce que la démarche, c'est déjà le bout d'un processus. Ça, on est à 100% d'accord. Et qu'est-ce qui fait, d'ailleurs, c'est l'ambivalence d'intervenir, par exemple, publiquement, quand un média demande, etc. Parce que quand vous appelez, quand vous parlez sur un média, vous avez des messages sur tous les canaux de demande de prise en charge, par les réseaux sociaux, etc., mais qui se comptent par dizaines à chaque fois, et nos capacités sont complètement dépassées. Quand les situations sont très sévères, en plus, et qu'il s'agit d'être hospitalisé, Dr Clark pourra en parler longtemps, malheureusement, on n'a que 20 lits d'hospitalisation. On applique un principe qui est quand on prend en charge quelqu'un, on essaie de le prendre en charge jusqu'au bout. On ne met pas à la porte les patients, en tout cas on essaie de ne pas le faire. Donc on ne fait pas comme ça arrive dans certains services de médecine. Hein. On bouscule, on sort des patients qui sont dans des états dramatiques. Donc on ne le fait pas. Du coup, ça crée un embouteillage et c'est terrible. La situation, on l'évoque, peut-être pas précisément dans la tribune, mais à peu près. Il y a des situations comme ça qui sont des gens de Paris qui sont hospitalisés à Marseille, des gens qui sont hospitalisés à l'étranger. Ça crée aussi une inégalité d'accès aux soins qui est absolument terrible. Je ne vous dis pas les pressions qu'on reçoit de personnes qui ont des réseaux pour hospitaliser des malades. Ça tombe par tous les canaux, ça passe par les amis d'amis, des gens importants, etc. Tout le temps. C'est quelque chose, c'est difficile de tenir dans la durée. Je ne sais pas comment on peut faire mieux. En tout cas, il faudrait qu'on démultiplie les soins. La question du délai d'accès aux soins spécialisés, elle est aiguë, elle est urgente. Évidemment, c'est scandaleux ce que vous décrivez. Et malheureusement, on est témoin tous les jours. Mais on ne peut pas non plus accueillir correctement des patients avec les moyens qu'on a
à l'infini et d'ouvrir, parce que les situations sont complexes, nécessitent, parce que même quand le patient vient, même si par exemple, un temps d'hospitalisation, de situation de jour est indiqué, il va falloir faire ce travail de préparation, d'information, etc. Alors, il y a des situations qui sont assez évidentes. La personne demande à être hospitalisée, elle est dans une situation qui le nécessite, ça existe, et là, on doit encore attendre quelques mois avant de, etc. Si bien qu'on arrive sur des situations où les patients nous disent, leurs familles disent, ou écrivent, faut-il que je sois vraiment dans un état qui relève de la réanimation pour qu'enfin je trouve une place? On en arrive là, et c'est la situation, et c'est la situation partout. Je pourrais vous parler pendant des heures des situations dramatiques, la situation d'un patient de Genève en réanimation, et puis on apprend son décès une semaine après, faute de place, parce qu'il n'y a pas de place dans les services. Et dans les services de réanimation, quand malheureusement les patients y arrivent, la temporalité n'est pas la même. Dans un service de réanimation, c'est parfois 12 heures de prise en charge, 24 heures, 48 heures, l'urgence est passée, l'insuffisance rénale est levée. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien nous, on ne peut pas créer 20 lits comme ça. Alors, ça, c'est le constat que j'ai totalement partagé, et je partage cette frustration. Et on est tenté, vous savez, quand on est soignant comme ça, de partir, d'ouvrir son cabinet tranquillement et de dire, moi, de toute façon, je contrôle. Voilà. Nous, on a ce dilemme d'être un service public. Donc, on n'a éthiquement pas vraiment le droit de refuser un malade pour X raisons. Et en même temps, on a des moyens qui sont ce qu'ils sont et qui sont limités. C'est un problème qui est ancien, qui s'est accentué ces dernières années, ces 2-3 dernières années. Et on a des listes d'attente qui font peur. Et quand il faut choisir quel patient on fait rentrer, entre 20 patients, 20 situations, toutes plus urgentes l'une que l'autre, pour différents critères, c'est difficile de tenir. Donc, si vous avez des pistes concrètes à mettre en place immédiatement, on est preneur. Et après, oui, écrivez, c'est très important. En fait, il y aurait plus d'argent, il y aurait plus de lits, il y aurait plus de soignants. C'est le gros problème de l'hôpital et précisément aussi le problème du secteur dans lequel vous exercez. On le sait que la psychiatrie... Oui, probablement, mais pas uniquement, parce qu'on sait par exemple quand on ouvre des postes, ils ne trouvent pas preneur. Donc ça c'est un problème général dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais vous créez des postes, vous ouvrez des postes d'infirmiers, vous n'avez personne qui candidate. Pareil pour des médecins, etc. Peut-être qu'il faudrait payer un peu plus les infirmiers pour que les gens candidatent. On ne va pas rentrer dans ce débat. Mais on ne va pas rentrer dans le débat. Non, mais d'accord. Mais par contre, bien sûr. Mais par contre, en fait, quand vous nous convoquez sur le terrain en disant soyez dans le terrain associatif, racontez vos expériences, communiquez sur les réseaux. En fait, la seule chose qu'il faut dire, c'est que quand même la psychiatrie, mais ça tout le monde le sait, mais il faut le dire, la psychiatrie est sous-dotée, que quand vous avez un enfant qui est malade, il ne peut pas être soigné. Quand vous habitez Clermont-Ferrand, comme l'a dit la dame ou le monsieur qui habite là-bas, et puis quand il habite à Paris et qu'il a la chance d'habiter à Paris, il faut qu'il attende 10 mois. Voilà. Donc en fait, c'est ça en fait ce que je viens de comprendre grâce à vous. Je vais écrire à Macron plutôt qu'au chef de l'hôpital. C'est une très belle conclusion. Parce qu'en fait, ce que vous évoquez, ce que nous évoquons là, est une question de politique publique de santé. Donc il se traite de façon global au niveau national et qui a plein d'implications. Donc ça dépasse un petit peu le périmètre de notre échange de ce soir. On est arrivé à la fin du temps que nous est imparti. Donc j'invite de remercier tout le monde. Je vais donner la parole aux intervenants dans quelques instants pour vous dire que on avait vu juste, en fait, cet échange a été riche. J'ai noté tout au long de vos interventions, de vos témoignages, des mots-clés que j'ai envie de partager avec vous comme une sorte de résumé de ce qui a été partagé ce soir. Bien sûr, pour répondre à ce qu'on vient de dire, développer, structurer, potentialiser l'offre de soins et d'accompagnement, y compris des proches, en les informant, en faisant des ordonnances, en même temps qu'on fait des ordonnances pour les personnes qui souffrent de ces troubles. La notion d'information, la notion de formation, y compris formation sur le terrain, formation des médecins généralistes, formation peut-être même des médecins dans les écoles de médecine, en fait, parce que ces troubles sont peut-être encore relativement méconnus. J'ai beaucoup aimé cette notion de rétablissement non seulement pour les personnes qui souffrent, mais aussi des proches, parce que je crois que vous, Madame et Monsieur Rateau, vous disiez que cette maladie vous a changé, et vous a peut-être changé en mieux, au sens, vous a fait relativiser les choses, peut-être ouvrir les choses d'une autre perspective, avec d'autres priorités. Donc quelque chose de peut-être douloureux, mais qui laisse des choses positives quand on traverse tout ça dans le temps.
la notion d'équipe solide, expérimentée et stable. Et là encore, pour avoir des équipes solides, expérimentées et stables, il faut qu'elles puissent tenir. Et on vient d'entendre comment ça peut être difficile aussi pour des soignants d'être confrontés à des situations d'urgence auxquelles on ne sait pas répondre. Donc l'épuisement des soignants est aussi un vrai sujet. Et peut-être que vous dire aussi en conclusion que cette soirée, peut-être pas un point de départ, mais un point d'étape. Ça plairait beaucoup à notre chef de service qui est un grand sportif. Donc c'est une étape de construction, de structuration, de ce maillage, de ce triumvirat, donc, où chacun d'entre nous a, dans un système si contraint en ressources, a vraiment sa place et toute sa place. Donc l'un des objectifs que nous avions dans cette soirée était de nous rencontrer, de nous dire que nous avons une volonté délibérée de créer un réseau, de fédérer, de structurer, parce qu'on doit travailler ensemble en articulation. Pas l'un contre l'autre, mais vraiment ensemble, compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire. Et puis pour terminer, pas retenir dans les personnes qui nous suivent en distanciel, je vais passer la parole, en commençant par le bout de la table. On a beaucoup parlé d'espoir, donner de l'espoir. Peut-être un mot pour la salle que tu voudrais laisser. Qu'est-ce que tu voudrais donner comme mot de la fin aux participants à cette table ronde? Je ne sais pas, il y en aurait plein des mots. Hein. Certainement. Mais non, le mot qui me parle le plus, ça reste l'espoir. Espoir. Voilà. Restons dans de l'espoir. Et l'espoir, c'est l'avenir. Voilà. Et ça va de pair. Merci. Juliette. Moi, je dirais plutôt, j'ajouterais à l'espoir transformation, quand on vient de dire qu'il y a peut-être même un plus. Alors, je ne veux pas dire que je revivrai ce que j'ai vécu, mais pour répondre à ce que a été dit au tout début, en disant mais où sont les personnes qui sont rétablies ou guéries, pourquoi elles ne viennent pas, je pense qu'il y a, c'est pas qu'elles ne veulent plus entendre parler, enfin peut-être, mais qu'il y a aussi le fait qu'elles ont envie de, enfin ça a été mon cas, mais de vivre pleinement. Et donc moi il m'a fallu 15 ans de rétablissement avant de revenir là-dedans, mais parce que ça a fait place à une vie vraiment beaucoup plus riche. Et voilà, donc c'est l'espoir de quelque chose, même un mieux. C'est pas un retour avant la maladie, c'est un plus. Ça donne de l'espoir. Alors, D'abord, je vais dire d'abord merci à tous de participer, puis j'espère que ça va se poursuivre. Et puis pour rebondir quand même à cette question, et je suis tout à fait... Vous m'avez remis dans cet état d'esprit qui est un état d'esprit de combat. Je pense qu'il y a un vrai combat, même si... on est dans un environnement qui est calme, apaisant, etc. Et souvent, dans le TCA, il y a quelque chose qui évolue de manière assez cachée, assez dissimulée, assez insidieuse, assez progressive. Et pourtant, il y a de l'urgence, il y a du combat. Et donc, combat contre les troubles alimentaires. On a besoin de tout le monde pour ce combat-là. Ensemble, alors. Monsieur Madame Rateau. Alors, pour nous, au départ, on n'imaginait pas que le chemin aurait été aussi long et difficile, mais on l'a fait ensemble, avec notre fille et les équipes médicales. Il n'y a pas eu de rechute, mais des pas de côté. Et on est toujours revenu sur un chemin qui nous a permis et a permis à notre fille d'aller vers le mieux et le beaucoup mieux. Beaucoup mieux, donc un autre mot d'espoir. Pour vous, madame. Eh bien, je redirais toujours le mot de ténacité. Voilà, ne jamais céder au désespoir, enfin tenter de ne pas céder, et voilà, être tenace et combattant. Ténacité et combat. Bénédicte. Alors moi j'ai envie de dire, justement, je suis aussi, votre témoignage, j'ai l'impression que c'est moi il y a plusieurs années, j'ai envie de dire que la maladie de mon fils a fait de moi une meilleure mère, ça c'est certain. Avant j'avais peur de demander des choses à des personnes, maintenant j'ai absolument plus peur de rien. C'est vrai que je me bats, justement, pour que on ne me dise pas qu'il faut attendre que mon fils se soit jeté par la fenêtre pour que les pompiers viennent. Donc aujourd'hui, je suis contente de pouvoir aider d'autres parents, de pouvoir me rendre disponible à n'importe quel moment. Je ne laisse jamais mon téléphone fermé. J'estime que c'est mon rôle. Et puis voilà, je suis aujourd'hui, je m'émerveille quand mon fils me change un peu. Et c'est vrai que c'est son chemin. Et aujourd'hui, tous
tous ces petits comportements différents, je les accepte et ça fait partie de lui. Et c'est vrai que je dois dire que ça m'a complètement transformée. Je ne suis pas du tout la même personne et même si je me serais bien passée de cette maladie, je préfère la personne que je suis aujourd'hui. Merci, waouh. Pour ma part, merci. Merci. Donc voilà, je vais dire merci, vous l'avez témoigné avec vos applaudissements. Je me faisais la réflexion en vous écoutant, en disant que vous comprenez que pour les soignants, c'est pas facile tous les jours. On y met du cœur, on y met de l'enthousiasme, mais parfois on est un peu essoufflé. Et donc je pense que des soirées comme ce soir, des témoignages comme ceux que l'on vient d'entendre, en fait, très émouvants et forts, sont quelque chose qui nous donne en fait cette énergie supplémentaire qui parfois nous fait défaut. Donc j'appelle de mes voeux, et ce sera mon dernier mot, à vous dire à la prochaine, rendez-vous donc pour continuer ensemble à réfléchir à comment être ensemble, comment travailler ensemble, toujours pour que les choses soient plus faciles au quotidien pour nous tous. Merci. Et merci aux participants à distance.